Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Ça va frotter, la 5e étape du Tour de Suisse. C'est ce que vous allez suivre dans quelques instants, 5e étape qui se résume peut-être à une classique. C'est comme ça que nous l'annonçait Christophe Riblon hier. Christophe, vous n'avez pas changé d'avis entre-temps, bonjour. Non, bonjour Claire, bonjour à tous. Circuit sympa aujourd'hui. Hein. Ah, c'est très sympa, ouais. Non, on va avoir de la course, ouais. Une vraie classique aujourd'hui, ouais. Vous êtes toujours accompagné de Pierre Carré. Alors, je ne sais pas si on a remis votre petit compte Twitter, je vais vous le faire jusqu'au bout. La nouveauté de ce Tour de Suisse, c'est le compte Twitter de Pierre Carré. Bonjour. Allez le suivre sur Twitter. C'est plus intéressant que sur le plateau encore, votre Twitter ou Non, mais c'est plus intéressant sur le plateau, sans contestation. Et ravi de vous retrouver pour une étape qui sera peut-être finalement l'étape reine. Hein. Le plus gros chantier aura peut-être lieu aujourd'hui. Alors qu'on annonce normalement peut-être demain. Comme oui, mais il faut se méfier des petites bosses qui reviennent souvent plutôt qu'une longue bosse qui ne revient qu'une fois. Proverbe chinois. Patrick Chassé, je vous laisse rebondir. Bah, si elle revient une fois, ça fait déjà deux. Oui, c'est vrai, alors une seule fois. Elle vient, elle ne revient pas. C'est là que la dispute a commencé. Et bonjour Cyril. Également. On est ravis évidemment d'être tous ensemble. Il y aura la Ligue de Diamant de l'athlétisme ce soir à 21h. On est parti pour une magnifique journée de sport sur la chaîne. L'équipe, ce sera Oslo ce week-end. Non, ce sera Oslo aujourd'hui. Avant Paris ce week-end, ce sera samedi. La première des informations de cette étape, c'est une information un petit peu plus triste, un peu moins drôle en tout cas. C'est un chiffre, un nombre, même 16 abandons avant le départ de la 5e étape du Tour de Suisse et pas des moindres. Toute l'équipe Jumbo-Visma, c'est-à-dire aussi Juan Denis Sepkus, Robert Gesink, Sam Oomen, quelques coureurs de l'équipe DSM, ils sont 3, Kees Bol, Casper Pedersen, Søren Kragh Andersen. Il y a également Adam Yates qui a dû partir. Attention, ça soulève peut-être des questions pour le futur Tour de France également pour l'équipe Ineos Grenadiers. Gino Meder aussi pour l'équipe Bahrain Victorious, entre autres. Bref, 16 coureurs en moins. Ça, c'est le tweet de la DSM avec plusieurs raisons finalement différentes. Il y a des virus, il y a la Covid qui est encore présente aussi. Messieurs, avant d'en discuter ensemble, je vous propose déjà d'écouter Marc Hirschi à propos de ces abandons en cascade, lui qui fait partie d'une équipe qui n'est pas forcément concernée. Oui, le Covid est toujours là. Certains l'ont eu sur le Giro. Formolo l'a attrapé. C'est toujours un problème et il faut rester vigilant. Ce serait un désastre s'il arrivait quelque chose sur le Tour de France. Ce serait terrible. Un désastre s'il arrivait quelque chose sur le Tour de France. Un désastre aussi aujourd'hui, le fait d'avoir dû abandonner le Tour de Suisse pour Adam Yates, Cyril ? Je pense qu'on est encore un petit peu loin du Tour de France. Et puis le problème, c'est de savoir si c'est symptomatique ou asymptomatique. Si c'est asymptomatique, je pense que ça n'aura pas d'incidence pour pouvoir prendre le départ du Tour. Mais bon, on est au départ d'une petite vague là, qui est en train de réapparaître. Donc, c'est pas nous qui la maîtrisons. On verra bien comment les choses vont évoluer. On est surtout en face d'un phénomène de cluster. Une vague, ça reviendrait à dire que la Covid est de retour de façon un petit peu à toucher toutes les populations, y compris les cyclistes. Mais là, visiblement, il s'est passé quelque chose dans le peloton, dans la caravane du Tour de Suisse, des suiveurs et des coureurs en particulier. C'est une chose qu'on a déjà vue sur certaines courses. On avait suivi le Giro, nous, 2020, Patrick, ensemble, des équipes aussi qui étaient parties. Simon Yates, toute l'équipe Jumbo-Visma aussi qui avait dû rendre les armes un petit peu. C'est pas évident non plus à gérer. C'est un peu un truc qu'on avait un peu oublié quand même, non on va pas se le cacher finalement ces dernières semaines, non ? Pas tout. Alors ces dernières semaines, vous avez raison, Claire. Mais rappelez-vous encore, cette année, sur Paris-Nice, la cascade d'abandon, on ne l'a pas liée au Covid, liée plutôt à une épidémie de gastroentérite. Ça montre quoi ? Ça montre quand même une étrange pour ceux qui n'y sont pas, en tout cas une vraie promiscuité dans la vie de coureurs cyclistes. Souvent, les équipes sont logées dans les mêmes hôtels, plusieurs équipes dans un seul et même hôtel, la promiscuité du peloton, évidemment. Bref, tout ça fait que un virus, quel qu'il soit, bon, on sait que la Covid est contagieuse, peut se répandre assez facilement. Là, le Covid, avec ses variants, ses sous-variants, ses sous-sous-variants, on ne sait plus trop où. Enfin, moi, j'y connais rien, on ne sait plus trop où on en est. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on sait, c'est qu'il est toujours très contagieux. On va aller rejoindre nos envoyés spéciaux qui sont sur place et qui ont vécu tout ça justement aux premières loges. On va rejoindre Tanguy Kerouas qui est accompagné de Charles-Antoine Nora. Bonjour Tanguy, dites-nous déjà ce que ça a fait vraiment au niveau du peloton. Est-ce que c'était pesant? Est-ce que c'est revenu un petit peu comme quelque chose qu'on n'attendait plus vraiment?
Alors le Covid, nous, on le voit pas et il file dans l'air. Par contre, ce qui est revenu, regardez, c'est ça, c'est ces masques. En début de semaine, on voyait peu de coureurs avec les masques et en ce moment sur le podium, et ben, tout le monde a son petit masque de différentes couleurs selon les équipes. Ceux qui avaient leur masque depuis le début de la semaine, c'est l'équipe Jumbo-Visma, comme quoi et ben, tout peut arriver. Ce qui est intéressant de noter aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'Adam Yates, il n'est pas là ce matin pour cause de Covid. Le reste de l'équipe est au départ. Chez les Jumbo, on peut le dire que tous les coureurs n'ont pas attrapé le Covid en même temps. Simplement, eux, le choix de l'équipe, c'est de ramener tout le monde à la maison. Et puisqu'on sait aussi, il y avait des rumeurs depuis 2-3 jours, notamment parmi les journalistes, comme quoi il y avait déjà eu des abandons dont on n'a pas su pourquoi les coureurs avaient abandonné. Mais il se dit qu'il y avait déjà du Covid qui traînait depuis le début de la semaine ici. Merci Tanguy. Je précise qu'on n'a pas donné les noms des coureurs qui avaient le Covid au sein de l'équipe Jumbo-Visma. Ça, c'est un choix médical également. Ils ont fait le choix collectivement de se retirer du Tour de Suisse. C'est intéressant ce qu'a dit Tanguy. Moi, je suis allé sur le critérium du Dauphiné les 3 premiers jours. Et effectivement, l'équipe Jumbo-Visma et l'équipe DSM étaient quasiment les 2 seules équipes à venir à la présentation avec des masques, à aller sur les podiums avec des masques. Enfin, en gros, tout ce cheminement pour aller au départ et dans les zones d'arrivée, c'était quasiment les seuls coureurs à porter des masques. Il faut préciser qu'à la veille de ces 3 abandons de l'équipe DSM, un 4e coureur, ou un premier plus exactement, avait déjà abandonné, et pas des moindres, puisque c'est Timen Arensman qui hier s'est retiré de la course. Donc ça fait quand même 4 coureurs en moins dans cette équipe. On rappelle qu'ils sont 7 au départ de chaque formation au maximum. Et on l'a oublié aussi, Almeida a abandonné sur le Giro alors qu'il était 4e. Parce qu'il était positif au Covid quand même. À une semaine de l'arrivée, ou 8 jours de l'arrivée, quand même, il jouait quand même un podium. Donc ça a des conséquences quand même assez importantes pour les coureurs et les équipes. Oui, c'est vrai que c'était important de le rappeler. Alors voilà pour ce qu'on peut annoncer avant le début de cette 5e étape, où on va quand même avoir un sacré suspense avec une première question extrêmement importante. Et vous allez voir que les avis divergent sur le plateau de Ça va frotter. Est-ce que Steven Williams, qui a le maillot jaune depuis la première étape, va le conserver aujourd'hui et jusqu'au bout? Patrick, un point sur le classement général déjà ensemble. Un point sur le classement général parce que la marge est extrêmement étroite, effectivement. C'est incroyable. Il a gagné la première étape. Stevie Williams, il paraît qu'on doit l'appeler Stevie, ça va régler toutes les polémiques. Eh bien, Stevie Williams est leader avec 6 secondes seulement d'avance sur son suivant immédiat, Andreas Kron, le meilleur jeune. Geraint Thomas, on se posait la question, est-ce que c'était lui le leader ou est-ce que c'était tout simplement son coéquipier Adam Yates? La question ne se pose plus. Ça tombe bien, c'est le mieux placé. Il est à 7 secondes seulement de Steven Williams. Et puis le 4e, c'est Leknesund qui avait, rappelez-vous, remporté en solitaire l'étape à Esch. Voilà donc en ce qui concerne les 4 premiers. Les favoris, Fuglsang, Vlasov, Evenepoel sont à 10 secondes. Donc la marge est quand même très étroite entre le premier et le 12e du classement général. Si la question se pose, si elle a la possibilité d'être posée, si elle est crédible, cette question de savoir s'il va garder le maillot jaune ou pas aujourd'hui, c'est aussi parce que finalement c'est un coureur qu'on a beaucoup connu il y a quelques années, chez les jeunes, on va vite en reparler, et qui a subi notamment un gros souci physique qu'il a traîné pendant de longues années. Avant de vous donner la parole, messieurs, je voulais rappeler ça absolument. C'est une interview de Cycling Weekly au mois de décembre dernier où il dit simplement « Je ne veux pas être connu pour mes blessures du genou ». Il précise même dans l'interview « Toutes les interviews que je donne, toutes les interviews que j'ai données dans les 3 dernières années, à chaque fois on me parlait de ça. On en est malade, les gens en sont malades, c'est fini, on n'en est plus là, on passe à autre chose ». Et c'est ce qu'il est en train de faire, en tout cas, essayer de faire sur le Tour de Suisse. Pierre Carré a très envie de vous faire le portrait de Stevie Williams, mais d'abord, on va ouvrir, on va donner des... Qu'est-ce qu'on vous donne des armes? Non, c'est trop violent. La parole, tout ça. Ouais, ben voilà, allez, je leur donne la parole pour le qui s'y frotte. Allez, ça va frotter. Oh, c'est très serré. Allez, Patrick Chassé, c'est à vous de commencer, j'en perds ma voix. Moi, je crois, oui, effectivement, que ça peut être la grosse surprise. Stevie Williams peut garder, effectivement, ce maillot jusqu'à la fin. J'y croyais pas, je pensais pas au départ, parce que je fais pas ce nom en tête. Et pour cause, vous l'avez dit, il a été souffrant. Mais quand on regarde dans le passé, d'abord, aujourd'hui, il peut le garder aujourd'hui, c'est ça la question, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une bosse qui n'est pas plus difficile que celle du premier jour où il a fini par s'imposer. Et donc, même s'il a été un petit peu distancé hier, d'autant qu'il a quand même des faits qui plaident en sa faveur, vainqueur de la ronde de l'Isère, également une belle étape de montagne remportée aussi sur le Giro, le Baby Giro. C'était de la haute montagne, c'était dans les Dolomites. Il est long. À vous, Christophe. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas pour plusieurs raisons. Déjà, la ronde de l'Isère, ça fait déjà 3 ans, ça fait déjà depuis 2018. Certes, entre-temps, il a été blessé, mais depuis 2021, ça va beaucoup mieux. Et quand on regarde les résultats, il a gagné à la Croix-Race.
mais il était échappé. La Croatie, c'est un niveau quand même en dessous. Moi, j'ai regardé ses résultats en World Tour au niveau du classement général. La meilleure place que j'ai trouvée, c'est 43e sur le Tour de Suisse de 2021 l'année dernière. Je vois pas comment de 43e on peut passer à premier sur le Tour de Suisse cette année avec la concurrence qu'il a en face. Et en plus, hier, il s'est fait distancer sur une bosse de à peine 3 km. Ding, 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 ding. Bon, ben voilà. On va donner la parole à Pierre Carré dans quelques instants pour pouvoir arbitrer tout ça. Ça se bagarre, c'est qu'il y a un plateau. En tout cas, on n'est pas vraiment d'accord. Non, ça méritait un carton quand même. Non, du tout. Oh là là. Ah si. c'est pas faux. Je vais regarder les communiqués des commissaires. Bah, moi, je vais regarder. J'espère qu'il aura une amende, Patrick. Quand même de ça va frotter, tu vas voir. Je vais réfléchir. En attendant, on va l'écouter peut-être, non, Steven Williams. Oui, il doit avoir quelques éléments. Il a peut-être le droit de se de défendre, c'est vrai. Hier, c'était vraiment une journée compliquée. J'ai eu très mal aux jambes dans la dernière descente. Mais j'ai très bien dormi cette nuit. Et j'espère qu'aujourd'hui, je serai meilleur. C'est encore une étape compliquée aujourd'hui. La première moitié est assez facile et après, ça va se durcir à mesure qu'on avance. Il y aura un final très exigeant et j'imagine qu'il y aura beaucoup d'écart entre les coureurs à l'arrivée. Vous êtes prêts? Ah, je suis tout à fait prêt. Vous allez trancher? Peut-être. Vous allez nous apporter la réponse? Non, jamais. Il ne faut pas fermer complètement, mais je vais apporter des éléments de réponse. Allez, c'est carré, c'est le moment. Eh bien oui, j'avais envie de vous parler de Stevie Williams, bien sûr, parce que c'est un coureur qui était tombé en dessous des écrans radars. Une question avait été posée très intéressante à l'époque par le site internet Cycling News lorsque il est passé professionnel en 2019 dans l'équipe Bahreïn. On se posait la question suivante, est-ce que cela peut être Stevie Williams, le nouveau Dan Martin? Oui, le coureur qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, des étapes au Giro, au Tour et à la Vuelta. Ils se ressemblent un petit peu les deux coureurs physiquement, yeux bleus, la petite paupière qui tombe, taillé dans un os de jambon de montagne, et puis un petit peu le pédalage qui a l'air toujours un petit peu à la limite, et néanmoins qui est quand même d'une efficacité probante. Alors, ces coureurs qui ont l'air de ne pas y toucher, il faut s'en méfier. Et Stevie Williams était en train de s'inscrire justement dans le destin d'un Dan Martin. Alors lui, il est né au Pays de Galles, comme par exemple Dave Brailsford, comme un certain Geraint Thomas. Il a commencé vraiment tardivement le vélo à l'âge de 16 ans. Il venait du foot. Et alors, tenez-vous bien, s'il a quitté le football, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, il avait déjà des problèmes de genoux. Oh. Eh oui. Donc, il se met au vélo en croyant que ses déboires appartiennent au passé. Il démarre dans une équipe qui s'appelle GL Condor. Ensuite, il va dans une équipe qui s'appelle Seg Racing. Alors là, c'est en Europe, équipe qui a par exemple formé Fabio Jakobsen. Vous voyez, donc là, il commence à rentrer dans la cour des grands, des petits grands. Il est coureur espoir et sur sa première année, ça ne prend pas. De nouveau, qu'est-ce qui lui arrive? Bien la malchance, mais cette fois, c'est le dos. Une conséquence d'une chute. Grande année, 2018, là c'est vrai que Rondelizard, qu'il domine de la tête et des épaules. Premier jour, arrivé en bosse, il gagne et ensuite il a conservé le maillot jaune. Toujours avec cet air un peu malingre, cet air presque souffreteux, d'un coureur très nerveux, qui se tord les mains, qui ne veut pas répondre aux interviews. C'est drôle, parce que 4 ans après, nos envoyés spéciaux sur le Tour de Suisse nous disent la même chose. Un coureur un peu fuyant, un peu mal à l'aise, qui n'arrive pas. Par contre, sur le vélo, quelle force! Et puis, alors c'est vrai, quand il est passé professionnel l'année suivante, on voit les images de la Rondelizard que nous envoie Maxime Morin. On va les revoir en même temps. On les voit. C'était quand il dominait l'épreuve qui se déroulait dans les Pyrénées. Et puis il avait gagné cette étape du Baby Giro devant, s'il vous plaît, devant Vlasov, qui cette année-là s'impose au classement général, devant Will Barta, qui maintenant court chez la Movistar, et devant Joao Almeida. Il gagne cette étape-là. Comment vous avez prononcé? Mal. Joao. Joao? Il a dit Joao. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ciao. Ciao. D'accord. John. Bon, alors, que John, mais... c'est pas très bien, je suis désolé. Très bien. Toutes mes excuses. Non, elle était parfaite, votre chronique. Il passe pro, et alors là, c'est vrai que la catastrophe survient. Immédiatement, même quelques semaines avant de faire ses débuts officiels dans le World Tour, eh bien, il a une maladie très rare dans un os de la rotule qui s'appelle la fabula, et cette pathologie s'appelle une douleur de la face postérieure du genou. Il met une année quasiment avant d'avoir le diagnostic, alors après, ça va de séances d'ultrasons, en opération. Des médecins lui disent « tu ne pourras plus jamais reprendre ta carrière ». Donc la question qu'on se pose, est-ce que peut-être les choses ne seraient-elles pas en train de rentrer dans l'ordre? Serait-il en train de reprendre le cours de ses succès et sa place de l'époque, à savoir un des meilleurs coureurs de sa génération? Moi, j'ai envie d'entendre Cyril Guimard à ce sujet, justement, peut-être en arbitre définitif.
Si on prend le duel auquel nous avons assisté tout à l'heure, visiblement, Christophe a marqué des points. Si on écoute... ça fait plaisir. Voilà. Si on écoute Pierre, effectivement, on a un avis un peu plus ouvert, dirons-nous. Mais il y a une chose qui quand même plaide en la faveur de ce coureur, c'est que son équipe, qui n'est pas n'importe quelle équipe, qui n'est pas une équipe qui fait obligatoirement du sentiment, ils l'ont conservé. Donc ils ne l'ont pas conservé parce que ce sont des gens qui vont faire de l'humanisme au plus haut degré. C'est que pour eux, il y a quelque chose. Bon, mais c'est facile à vérifier. Nous, on ne les a pas, mais quand vous passez les tests à l'effort, vous faites les datas, vous voyez les chevaux exactement qu'il y a en dessous le capot. Donc je pense que s'ils l'ont conservé, c'est quand même qu'il devait avoir un gros potentiel. Ils y croient. Et il a refusé d'aller chez Ineos à l'époque. Ah oui, La voie toute tracée, mais c'est quelqu'un qui voulait déjà faire son chemin à lui. Important en tout cas de voir ça. On va voir s'il va continuer à faire son chemin au travers des bosses de la journée sur le Tour de Suisse. On va passer à l'étape du jour. Patrick, regardons ce parcours. Alors effectivement, on est parti d'Ambry, on est dans le sud de la Suisse, on est dans le Tessin. Direction Novazzano, c'est la 5e étape donc. Et nous avons une première ascension, montée de Cheneri après 66 km de course. Ensuite, eh bien, ce sera une course en circuit avec à chaque fois Pedrinate à escalader. Une côte, on est dans la région de Mendrisio, de Chiasso, des lieux connus pour le cyclisme, on en reparlera tout à l'heure pendant le direct. Et bien sûr, Novazzano, le site d'arrivée. 3 boucles, donc 3 fois cette montée de Pedrinate avec 2 km 400 à 8,2%. Et puis, à l'arrivée également, attention, ça monte. Il y a une côte de 2 km environ. C'est de 2 km environ, pardon. C'est pas une côte très sévère, mais quand même, on verra ce que ça fait. Et puis, alors, je vous ai parlé évidemment de Pedrinate. Eh bien, justement, notre envoyé spécial est sur place et je vous propose de l'écouter sur cette difficulté en particulier. Bien sûr, il s'agit de Tanguy Kerouas. Oui Patrick, il y a les chiffres, 8,5% pendant 2,4 km. Et puis il y a aussi l'impression visuelle, on le voit avec ce cycliste amateur, c'est dur jusqu'en haut. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a plusieurs virages en épingle à cheveux dans le premier kilomètre. Donc il va y avoir beaucoup de relances. Et puis ensuite, il y a ces ruptures de pente ici, c'est molto difficile. C'est difficile, hein. Voilà, c'est difficile comme il dit. Évidemment, pour les cyclistes professionnels, ça va aller un peu plus vite, surtout dans le 3e passage à peine 10 km de l'arrivée. Allez, j'accélère un petit peu pour vous montrer le GPM qui est juste là, le Grand Prix de la montagne. Et ça monte encore pendant 50 mètres derrière. Je ne sais pas combien de prises il y a eu, j'espère qu'il n'y en a pas eu 10, parce que sinon, c'était bravo. C'était pas du vrai direct? Non, la prochaine fois, on l'attend sur le vélo. Tanguy également, on pourrait lui proposer ça. Ah, ce serait drôle. Bon, il ira plus vite que le monsieur, je pense. C'est bien plus possible. vite à pied. Il allait plus vite à pied, ouais, déjà. Messieurs, j'ai quelque chose à vous annoncer. Stevie Williams. Mais non, passons à la suite. On passe au chrono peut-être. Il est lâché? Non, dites pas ça. Non. A perdu 2 équipiers? Oui, ça c'est vrai. Bien, alors on va en reparler pendant le direct. Dans ce cas-là. C'est dramatique, Patrick. Je viens de voir On la passe au formation, chrono c'est dramatique. Non, on peut le dire, effectivement. Il vient d'être distancé par le peloton. Mais ça, c'est du bluff, croyez-moi. On est que dans la 3e ascension, il y en a 12 dans les 80 derniers kilomètres. Ah, ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, attendez, Thibaut Pinot, il s'est fait lâcher pendant les 2 premières journées ou les 3 premières journées. On n'a pas fait tout un plat. Hein. Et ben, ça l'empêchera pas de briller demain. Non, mais c'est vrai que, voilà, ça confirme, effectivement, il s'est fait lâcher hier, il s'est fait lâcher aujourd'hui. Alors, c'est le moment peut-être de se rattraper pour vous, les Je pronos? sais pas. Cyril Guimard. Evenepoel. Non. Patrick Chassé. Sergio Higuita. Tic-tac, tic-tac, Christophe Riblon. Bah écoutez, je vais prendre Vlasov, du coup. Pierre Carré. Je voulais dire Evenepoel, je voulais dire non. Vlasov, c'est trop compliqué. On ne peut pas dire Higuita, c'est bien. Je pense à un Jumbo peut-être. Ah non, c'était pour voir si vous suiviez. Allez, Je t'en donne un. non, Thomas de Rent. Intéressant parce que les lotos ont vraiment le couteau sous la gorge pour aller chercher des points UCI. Au Scott, là. Pas de chance, il était largué hier. Hein. Oui, mais justement, il préparait son coup. Je comprends rien à ce jeu. Moi, je Il comprends. faut gagner, Patrick. Il faut gagner, mais
Bon, on verra tout à l'heure. Il y a une crêpe, hein, rappelez-vous, à gagner à chaque fois. Ah bon, on a vu la gueule de la crêpe la dernière fois. Ah, mais voilà, on fait des cadeaux, ça marche pas, c'est terrible. On va se quitter avec ça quand même, parce que regardez ce que vous allez suivre pendant quelques temps maintenant sur la chaîne L'équipe et en direct. Regardez ce profil, cette succession de boss. Voilà ce qui vous reste à parcourir avec nous sur cette étape et jusqu'à l'arrivée, donc qui sera en boss également. Bien sûr, vous allez tout connaître des profils de ces ascensions différentes. Allez messieurs, direction le plateau. Nous on reste là avec Pierre et on se retrouve après l'étape. Une magnifique 5e étape qui nous attend sur le Tour de Suisse avec ce circuit, ces bosses qu'on franchit au fur et à mesure, direction Nova Zano. On est déjà dans le vif du sujet, on est parti même sur les chapeaux de roue. Pierre Carré reste avec moi en plateau, on se retrouve après la course et en attendant on va écouter bien sûr très attentivement Patrick Chassé, Christophe Riblon et Cyril Guimard. Nous allons vivre, merci Claire, les 50 derniers kilomètres de cette étape, 52 pour être précis, avec un peloton diminué, puisque 16 coureurs n'ont pas pris le départ, on vous le rappelle, ce matin, c'est l'information importante de ce début de journée. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, le virus de la Covid circule dans le peloton. Une équipe s'est retirée, la formation Jumbo-Visma, dont Sepp Kuss était le meilleur représentant, classé 7e du général. Lui et ses équipiers comme Sam Oomen, comme Juan Dennis, comme Mike Tennyson notamment, eh bien, ne sont plus en course. Parmi d'autres équipes, on a eu aussi des abandons. Pareil, pour les mêmes raisons, les mêmes symptômes, ou en tout cas le même autotest positif, eh bien c'est le cas d'Adam Yates qui occupait la place de 10e. Lui aussi était simplement à 10 secondes du leader de la course, Stevie Williams. Et Adam Yates, donc prévu pour être co-leader sur le prochain Tour de France, a été contraint de se retirer en raison de ce virus. Tout comme également Gino Madère, qui était un peu plus loin au classement. Il avait perdu du temps. Le Suisse de la formation Bahreïn, l'un des équipiers du leader de la course, Stevie Williams. Il a d'ailleurs perdu deux équipiers et qui plus est 2 grimpeurs. Et apparemment, d'après les infos que nous on a sur le terrain, notamment de Tanguy, Carwas, eux ce serait pas pour la Covid, hein. Eux c'est pour une gastro. Alors peut-être pour une gastro, mais regardez justement l'image du départ, l'image peu après le départ plus exactement, quelques kilomètres après le départ, alors que là les coureurs de tête vont passer une première fois sur la ligne. On va les laisser passer d'abord et ensuite on vous montrera l'image que je n'ai pas d'ailleurs sous les yeux, donc ça tombe bien. Le passage des coureurs échappés. Alors, d'abord peut-être le point sur les coureurs échappés, c'est important. Ces coureurs qui sont partis très tôt dans cette étape et cet échappé qui n'est pas resté. Les voici, les 2 coureurs qui sont en tête. Ah ben décidément, il n'y a rien qui marche là pour l'instant. Donc vous avez le point sur les non partants. Vous pouvez voir tous les coureurs qui n'ont pas pris le départ. Et les coureurs qui sont actuellement en échappée, eh bien vous voyez 2 hommes en tête. Ils sont plus que 2. Hein. Plus que 2 coureurs effectivement, avec Alexander Kamp en première position pour la formation Trek Segafredo et Sylvain Dillier, le coureur suisse de la formation Alpecin, le champion de Suisse d'ailleurs en l'occurrence. Donc vous voyez que ces 2 hommes sont en tête. Derrière vous avez vu passer leurs 4 poursuivants qui sont en train d'essayer peut-être de revenir sur ce circuit qui est difficile, Christophe Riblon. Ah ouais, circuit extrêmement exigeant. Aujourd'hui, sur l'étape, hein, c'est assez facile. Hein. Enfin, ça résume bien la difficulté de cette étape. Il y a 2600 mètres de dénivelé positif et on fait à peu près entre 300 et 400 mètres de dénivelé sur les 100 premiers kilomètres. Donc dans les 80 derniers kilomètres sur ce circuit, on fait plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Il y a 12 ascensions de répertorier dans les 75 derniers kilomètres. Donc voilà, on est vraiment, comme on le disait en avant-course, hein, on est sur une mini classique. Hein. Là, clairement, on est sur un parcours très difficile, extrêmement exigeant. Et on le sait, on le voit régulièrement maintenant hein, sur les courses. Quand on a comme ça un circuit où il y a beaucoup de répétitions de bosses comme ça, on a souvent une course beaucoup plus
intéressante et beaucoup plus dynamique que quand on a une seule montée avec une arrivée au sommet. Alors qu'on a repris les hommes intercalés, notamment Anthony Turgis, voilà, ils viennent de se faire reprendre, donc a priori on n'aurait plus que 2 coureurs devant et derrière le peloton. Alors que là on voit, c'est intéressant ce qu'on est en train de voir là, regardez comme on est loin déjà, là c'est le groupe maillot jaune, donc voilà, Stephen Williams c'est bien confirmé dans ce qu'on disait à la fin de l'avant-course, il a été distancé très tôt dans l'étape, on le voit, il reste plus de 50 km et là on est déjà très loin, on est quasiment à 3 ou 4 minutes déjà derrière le peloton. Donc voilà, aujourd'hui on va perdre le maillot du côté de l'équipe Bahreïn. Peut-être, comme Gino Madère et Pernsteiner, peut-être qu'il y a aussi des séquelles de ce virus du côté de Williams. Et forcément, encore une fois, on repense à ce qui s'est passé sur le dernier Paris-Nice, quand il y avait eu 59 abandons cette année. Alors c'était pas la Covid qui était en cause, mais c'était une épidémie de gastro-entérite. 59 coureurs seulement étaient classés à l'arrivée sur 154 partants. Oui, pardon, j'ai dit 59 abandons. C'est plus. C'était beaucoup plus, effectivement, sur 154 partants, ce qui est évidemment considérable. Ouais, ça fait 95 abandons. C'est cette course qui, du coup, se trouve évidemment en partie impactée quant à son aspect sportif. Quand vous voyez des équipes, alors ça c'est Krohn que l'on voit ici, Andreas Krohn et Thomas De Gendt qui sont là, mais tout simplement parce qu'il y a un... Alors on est où là? Parce que si ça se trouve il y a un sprint intermédiaire là. Et on va peut-être chercher... oui, vous voulez savoir pourquoi? Deux hommes devant. Parce que le maillot, il se tient, le maillot blanc en tout cas, ne tient que sur les épaules d'Andreas Krohn que pour une petite seconde seulement par rapport à Leknesund. Et voilà, on va aller chercher cette seconde parce qu'on n'a plus que 2 hommes devant. Donc là il reste une seconde à distribuer de bonification. Et on est en train d'essayer d'aller la chercher là du côté de l'équipe Lotto Soudal. Donc l'idée est de consolider un tout petit peu plus ce maillot blanc porté par Andreas Krohn. Et là, vous apercevez l'arrière du peloton. Tout à l'heure, Tanguy Kéroas, à l'arrière, c'est Thibaut Pinot qu'on aperçoit. Il y a Rémi Rochas qui est là. Oui, tout à l'heure, Tanguy Kéroas nous donnait un élément important qui concerne la chaleur. On en parle depuis plusieurs jours, mais là, on est vraiment sur... Auparavant, on était plutôt aux abords de 30 degrés, un peu moins. Là, on est au-dessus de 30 degrés. Donc, c'est la grosse chaleur sur la région du Tessin aujourd'hui. Pas seulement sur la région du Tessin, mais sur toute cette partie de l'Europe. Allez, Thomas De Gendt est toujours en première position. On voit depuis tout à l'heure aussi, c'est l'équipe UAE, alors que là c'est Matteo Trentin qui vient de s'écarter. C'est l'équipe UAE qui a déjà pris les choses en main pour certainement Marc Hirschi. Regardez là, on a l'écart. Plus de 5 minutes entre le peloton des favoris et le maillot jaune maintenant. Effectivement, on les a vus passer tout à l'heure sur la ligne. Et rien ne va plus en ce qui concerne donc le porteur du maillot jaune, et je vais dire tout un groupe qui est autour de lui. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on vient seulement d'aborder les premières difficultés de ce final et qu'il y a déjà pratiquement 50% du peloton, puisque si on a bien regardé, le peloton est coupé en deux avec ce groupe maillot jaune qui est à 8 minutes des hommes de tête, 5 minutes du peloton, ce qui veut dire que ça a dû rouler assez fort, puisque les échappés qui avaient pratiquement 6 minutes d'avance ont perdu en 25 km plus de 3 minutes. C'est assez simple alors j'ai pas l'information depuis, mais sur les 70 premiers kilomètres, on a fait 46 de moyenne. Donc effectivement, c'est parti très très fort, très très vite. Alors on avait un profil plutôt descendant sur la première partie, mais bon quand même. Alors que là on est dans une des ascensions D'ailleurs j'ai regardé ce matin, c'est l'ascension, parce que du coup comme on est à la sortie de Mendrisio, c'est l'ascension qu'on effectuait sur le parcours du championnat du monde remporté par Cadel Evans. L'ascension, pour y avoir participé moi à ce championnat, on le voit, qui est très raide, ça dure pas très longtemps. Mais voilà, il y a du pourcentage et on voit, même si... là pour l'instant il n'y a pas vraiment d'attaque, c'est juste l'équipe, entre guillemets, juste l'équipe UAE qui fait un tempo. On a encore beaucoup de coureurs à l'arrière qui sont en difficulté. Alors, il va y avoir un sacré écrémage aujourd'hui.
C'est, je crois, Pierre Carré qui nous disait que c'était peut-être aujourd'hui l'étape reine. En tout cas, aujourd'hui, pour le classement général, c'est vraiment une étape hyper importante. Oui, l'équipe Lotto qui vient aussi maintenant en tête de peloton, puisqu'ils sont, c'est eux qui sont leaders du classement général. Avec Andreas Krohn. Alors pour l'instant, en tout cas, on voit que c'est l'équipe UAE qui fait le, tempo. L'équipe Bora a bien représenté aussi. Charman, Vlasov là sur la droite. L'équipe Ineos là-bas, de l'autre côté, avec notamment Pidcock. Et là, ça va sans dire, mais il s'agit bien du peloton des favoris qui est pointé avec 2 minutes et 38 secondes de retard. Donc le groupe où figurent les favoris, en tout cas ceux qui ne sont pas souffrants aujourd'hui. J'ai aperçu aussi Domenico Pozzovivo. Et à noter tout à l'heure Remco Evenepoel qui se fait replacer également. Tout à l'heure, je pensais à lui, un Français qui aurait peut-être pu performer sur ce type de parcours, c'était Benoît Cosnefroy. Et Benoît Cosnefroy, il est distancé. Il était avec le groupe maillot jaune tout à l'heure. Donc voilà, Benoît, pour l'instant, a priori, c'est pas encore la grande condition. La chaleur qui pousse les coureurs à s'arroser, évidemment. La grosse chaleur aujourd'hui. Et vous savez, on peut être inquiet aussi pour d'autres coureurs. Je pense, enfin inquiet, tout est relatif. Je pense notamment à la route d'Occitanie qui s'élance parce qu'on annonce des températures de 37, 38, 39 degrés sur l'Occitanie et les Pyrénées au cours de ces prochaines 24 heures. Donc les conditions seront difficiles pour faire du vélo. Vous parliez de Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, lui aussi distancé. C'est pas forcément une grosse surprise, non pas par rapport au talent de Benoît qui est immense, mais par rapport à la confiance qu'il avait en lui ce matin. Au départ, écoutez ce qu'il disait devant la caméra de Charles-Antoine Nora, au micro de Tanguy Kerouas. Ouais, c'est vrai que l'étape est belle, il y a des belles difficultés qui sont assez courtes. Après, sincèrement, j'ai pas une forme pour espérer, je pense, jouer avec les meilleurs aujourd'hui. Ouais, depuis le début du Tour de Suisse, j'ai pas menti, je suis pas très bien. Physiquement, j'ai les jambes très dures et je comprends pas forcément pourquoi, mais en tout cas, ouais, sur le vélo, vraiment, je suis pas très bien. L'ancien vainqueur de la Bretagne classique l'an passé n'est pas au mieux sur les routes de ce Tour de Suisse. Bon, bah voilà, il va falloir essayer de comprendre. Est-ce qu'il est souffrant ? Mais en tout cas, quand on est souffrant, on fait des analyses, on fait des tests. Là, visiblement, en tout cas, ça n'a rien donné. Il ne sait pas si c'est tout simplement, ça peut être aussi une méforme. Il ne faut pas non plus tomber dans une parano ou parce qu'il y a un virus qui circule, tout le peloton serait malade. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'anormal, en tout cas, au sein de ce peloton concernant un certain nombre de coureurs. En tout cas, c'est sûr qu'on a cherché du côté de l'équipage vert Citroën. On va chercher, on va continuer à chercher, mais au vu de son visage et de son attitude quand il répond, enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit souffrant. D'ailleurs, il nous l'aurait dit, et puis il serait plus sur les routes du Tour de Suisse. Il y a une échéance qui est le Tour de France dans pas très longtemps, et ce serait pas du tout approprié de laisser Benoît en course alors qu'il est souffrant. Non, c'est une méforme. Voilà, il faut trouver ce. Il faut trouver ce qui se passe et surtout essayer de retrouver ce niveau de forme qui fait que normalement sur ce type de parcours il doit presque pouvoir jouer il doit pouvoir jouer les premiers rôles au vu de ce qu'il nous a montré notamment sur l'Amstel Gold Race cette année, sur d'autres courses, notamment le Grand Prix de Plouay avant ou d'autres. Voilà. Oui, ou plus récemment sur les boucles de la Mayenne qu'il a terminé, rappelons-le, à la 2e place au classement final, Benoît Cosnefroy. On y était
Donc on espère que ça va aller bien. Le Tour de France, Cyril Guimard, vous avez dit, bon, il y a encore un peu de temps. Alors oui, pour un coureur comme Adam Yates, s'il est asymptomatique et donc si c'est pas grave, mais quand même, le Tour, c'est dans à peine plus de 2 semaines. Donc c'est pas le moment de douter ou justement d'avoir cette période de méforme. Non, c'est pas le bon moment, d'autant que semaine prochaine, il y a le championnat de France qui va se dérouler à Cholet. Sur un parcours qui ne lui convient pas obligatoirement, mais il peut toujours tirer son épingle du jeu, mais pour ça, il faut être à son top niveau. C'est vrai que c'est inquiétant d'avoir, comme je dirais, les 2 pieds sur la même pédale à 15 jours du départ du Tour. Comment trouver la solution? Bon, je pense qu'il doit faire... attendez, ils sont pas nés hier, les gens les responsables de l'équipe. Donc ils savent très bien les protocoles qu'il faut mettre en place pour essayer de trouver les causes et lorsqu'on a trouvé les causes, et bien tout simplement de trouver les solutions. Mais ça n'est quand même pas... C'est inquiétant quand même, ouais, c'est un petit peu inquiétant quand même. C'est quand même un petit peu inquiétant. Ça l'est aussi parce que psychologiquement, je pense que Benoît, il doit gamberger un petit peu, il doit avoir un peu la goudronneuse en route là-haut. C'est pas très bon non plus pour retrouver des sensations. Allez, pour l'instant, donc, toujours, bon, on nous indique 8 minutes, mais vous imaginez que ce n'est pas un écart GPS en ce qui concerne le retard de Stevie Williams. En tout cas, un groupe Eto s'est formé et accuse un énorme retard maintenant sur la tête de la course. Et dans ce groupe Eto, eh bien, il y a effectivement le leader de la course, mais il y a aussi Benoît Cosnefroy, mais il y a aussi... Alexander Kristoff, le sprinter d'Intermarché. Peter Sagan également est présent parmi ces coureurs attardés. Peter Sagan, vainqueur de l'étape de Granges ou de Grenchen comme vous voulez, il y a 2 jours, eh bien, ne pourra pas rivaliser avec les meilleurs, alors que Peter Sagan, une étape comme ça aujourd'hui, ça aurait pu être, en tout cas s'il était dans sa meilleure condition, ça aurait pu être le grand client quand même. C'était le client même, hein. C'est clair qu'il y a quelques années, Peter Sagan, c'est vraiment le type de parcours qu'il appréciait. Bon, après, là, on voit quand même le scénario qui est en train de se profiler pour la suite d'étape. Je pense que les favoris de ce Tour de Suisse vont se découvrir aujourd'hui. Clairement, on les voit très présents à l'avant du peloton avec des équipiers. On a vu depuis tout à l'heure, c'est l'équipe UAE qui imprime le tempo. Pour l'instant, on reste sur une allure... Et dans la descente, c'est Ineos qui a pris. C'est un peu leur habitude de prendre les descentes lorsqu'elles sont techniques. C'est ça. Et bien sûr, ils sont déjà passés sur ces routes puisqu'on est dans la 2e boucle. Donc ils savent que c'est très technique et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, prenons le moins de risques possible. La course est quand même très très ouverte actuellement. Je vous rappelle qu'il y a 2 hommes en tête, 2 rescapés d'une échappée de 6 coureurs. Alexander Kamp de l'équipe Trek Segafredo et Sylvain Dillier. Ce sont 2 excellents coureurs. Kamp que l'on a vu terminer 5e de l'Amstel Gold Race cette année. Il y a quelques années, il avait remporté des étapes sur le Tour de Yorkshire, sur le Tour de Norvège qu'il avait terminé à la 2e place. Et puis son compagnon d'échappée, Sylvain Dillier, c'est encore mieux, il est champion de Suisse. Il avait remporté, rappelez-vous, une belle étape sur les routes du Tour d'Italie à Termeli Gianni, c'était il y a 5 ans. Et puis on l'avait vu également l'année suivante, eh bien, prendre la 2e place de Paris-Roubaix derrière Peter Sagan. Donc ce sont quand même des coureurs qui ont des références, qui sont actuellement en tête de la course. Pour l'instant, 2 minutes 30 de retard en ce qui concerne le peloton des favoris, le peloton qui ne compte pas, en tout cas le leader de la course qui lui a été définitivement distancé. On tourne une page de publicité, on retrouve juste après bien sûr Christophe Riblon, Cyril Guimard. C'est la 5e étape du Tour de Suisse. 2 hommes en tête dans cette 5e étape. Nous sommes à 38 km de l'arrivée. L'écart est en train de diminuer. On avait 2 minutes 30 tout à l'heure. Vous le voyez désormais 1 minute et 42 secondes d'avance pour Alexander Kamp ici au premier plan et pour Sylvain Dillier qui vient de se ravitailler auprès de la voiture de son directeur sportif. On annonce même 1,34 sur les ondes de Radio Tour. 1,34 alors que derrière, au sein du peloton, eh bien, c'est la formation Ineos qui imprime un rythme et qui mène la poursuite. Cette équipe Ineos qui a perdu, on vous le rappelle, Adam Yates qui n'a pas pris le départ ce matin après la suite d'un autotest positif à la Covid.
On a donc autour de Geraint Thomas, on a Dan Felipe Martinez qui d'ailleurs en a profité avec tous ses abandons pour rentrer dans le top 20. Et puis on a également Tom Pidcock, on a Dylan Van Baarle, on a également Luke Rowe et Omar Fraile. Voilà donc en ce qui concerne la composition de cette équipe Ineos qui peut s'estimer heureuse de n'avoir perdu qu'un seul coureur finalement pour l'instant, puisque les équipes au complet ne sont plus très nombreuses désormais. Peloton donc avec une grosse minute 30 de retard. Dans ce peloton manque à l'appel le leader de la course, Stevie Williams, qui a été distancé et qui est maintenant, Christophe, je crois, beaucoup plus loin. On indiquait tout à l'heure 8 minutes de retard, mais cet écart est probablement en train d'augmenter. Ouais, non, il est loin, hein. Il est très très loin. Il est ouais, tout à l'heure, le dernier écart qu'on avait, c'est 8 minutes, mais c'était de ça il y a une dizaine de kilomètres. Depuis, on a passé 2 bosses. Non, et je pense qu'ils sont déjà à plus de 10 minutes. Alors parmi les coureurs qui ont été distancés, on vous a cité Peter Sagan, on vous a cité Benoît Cosnefroy, on vous a cité également Alexander Kristoff. C'est un petit groupetto, enfin un groupetto, petit ou grand, on n'en a pas vraiment une idée plutôt très très précise. grand, puisqu'ils sont plus d'une cinquantaine. Voilà, on va Il y a dire la moitié en fait. la moitié du peloton, c'est-à-dire qu'on peut par effectivement déduction, en voyant ce qui compose le peloton des favoris, se dire qu'il y a quand même pas mal de monde derrière. Voilà la composition de l'équipe Ineos, on en parlait il y a un instant avec Dylan Van Baarle qui est en train de rouler actuellement en première position. Ouais, Van Baarle devant Martinez, après il y a Geraint Thomas. Alors il y a Thomas Pidcock et Geraint Thomas en 4e position. Oula, alors qu'à l'avant c'est en train de coincer là pour Alexander Kamp. Sylvain Dillier va partir seul, va prolonger cette aventure tout seul. Voilà, on va le retrouver sûrement, Sylvain Dillier. Oh, la difficulté de ce parcours quand même, faut noter. Depuis tout à l'heure qu'on a les images, c'est quand même impressionnant. C'est la deuxième fois qu'on monte près d'Inat. Et on est dans l'ascension de cette côte principale du circuit, l'ascension de Pedrinate, avec Sylvain Dillier qui a lâché son compagnon d'échappée. Cette côte de Pedrinate, je vous propose de voir justement à quoi elle ressemble sur le profil que nous a proposé l'organisateur. Une ascension qui n'est pas excessivement difficile, mais qui, avec la répétition des efforts, puisqu'elle est montée 3 fois, conjuguée à la chaleur qui règne actuellement sur la course, bah, évidemment, se montre assez impitoyable. Et puis, c'est pas la seule côte présente sur le parcours non plus. Oui, effectivement, on en a 4. Hein. Il y a 4 ascensions par tour. Enfin, il y a 4 bosses par tour. À chaque fois, on est sur des bosses sensiblement du même acabit hein, que ce qu'on est en train de voir actuellement. Des ascensions, certes, jamais très longues, autour de entre 2 et 3 km, mais avec des gros pourcentages. Voilà, là, on voit un Pedrinate avec le premier kilomètre à peu près simple, mais après on voit bien que dans la deuxième partie on a même des passages à 10%. En tout cas on est tout le temps entre 8 et 9, 9,5. Donc voilà, on voit de toute façon à la vitesse à laquelle les coureurs montent depuis tout à l'heure que c'est des ascensions très raides, alors qu'ils continuent. Hein. Enfin, bien sûr il fait très chaud sur la route. Et là Sylvain Dillier qui a récupéré de la glace hein, pour se mettre un peu dans la nuque, histoire d'aider un peu son organisme à se refroidir un petit peu. Allez, dans 250 mètres, il en a fini de cette ascension de Pedrinate pour Sylvain Dillier. Sylvain Dillier qui appartient à l'équipe Alpecin Phoenix. Cette équipe qui est venue ici sur le Tour de Suisse avec, on va dire, ce coureur comme leader, puisqu'il n'y avait pas, bien sûr, Mathieu Van Der Poel engagé sur le Tour de Suisse. On est venu avec Jimmy Janssens qui était échappé hier. On est venu également avec Stefano Oldani, l'italien de cette formation. Une équipe qui a enregistré 2 abandons hein, depuis le départ. Michael Gogol qui n'a pas pris le départ aujourd'hui et Jay Vine qui avait abandonné hier. Donc là aussi, il s'agit d'une équipe diminuée. Oui, une course qui a pris un nouveau visage, hein, bien sûr, avec le décrochage ou la défaillance du maillot
leader. Et là, maintenant, la course, elle va tout simplement tourner autour d'Ineos avec Geraint Thomas, avec Fuglsang qu'on trouve également relativement bien. Et avec Vlasov également. Avec Evenepoel. Alors que là, c'est le groupe de poursuivants que l'on voit à l'image. C'est le groupe maillot jaune, le groupe distancé, le groupe maillot jaune. Le groupe qui est à plus de 10 minutes probablement. Oui. Et on revient à l'homme de tête. Pardon Cyril, je vous ai interrompu, vous étiez en... C'est Camp qui est en deuxième position, bien sûr. Camp qui est en deuxième position derrière Sylvain Dillier. Je vous ai interrompu parce que c'est vrai que ça resserre encore un peu plus les rangs des favoris dans ce Tour de Suisse. Vous avez cité effectivement les trois des représentants des trois grosses équipes, Ineos, bien sûr Bora, et puis la troisième équipe, vous avez cité également Jakob Fuglsang de l'équipe Israël, et on pourrait ajouter Remco Evenepoel. Cette course va s'orienter autour de ces 4 coureurs, non? Surtout autour des Bora qui sont 4. Les Bora qui sont 4 avec Vlasov, avec Higuita, avec Grossschartner, Sharman qui lui se retrouve à 50 secondes, mais moins maintenant parce qu'il est à 48 du leader virtuel. Et ce temps qu'il a perdu lui sur une chute malheureusement, je pense que quelque part la Bora, c'est peut-être elle qui a les clés. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Effectivement, avec cette équipe Bora, dont le coureur le mieux placé est Alexander Vlasov, est-ce qu'on va compter uniquement sur lui parce qu'il est à 10 secondes, ou est-ce qu'on peut compter encore sur Grossschartner à 34 secondes ou sur Sharman à 55? C'est un peu la course qui va décider. Sharman, il est déjà loin quand même, 55 secondes, mais je dirais qu'entre Higuita et Vlasov, je pense que pour l'instant c'est à peu près équivalent. On en saura un peu plus dans la course, mais effectivement, collectivement, cette équipe Bora-Hansgrohe, elle est quand même impressionnante sur le papier. Puis on a vu les performances que cette équipe a été capable de faire, notamment sur le dernier Giro. Donc voilà, il y a en tout cas une vraie dynamique. Il y a une équipe Bora-Hansgrohe qui aujourd'hui sait parfaitement gérer les courses par étapes. Elle a complètement changé de profil. Avant, on était plus sur un profil de coureur puncher, avec puncher sprinter, avec des coureurs comme Peter Sagan. Aujourd'hui, on a complètement basculé sur un autre profil de coureur et ça marche plutôt très très bien pour l'instant. Donc on l'a vu avec Jay Hindley sur le dernier Giro. Exactement, Jay Hindley sur le dernier Giro, et puis c'est eux qui avaient fait tout exploser. Je crois que c'était sur l'étape de Turin là. Ils avaient vraiment été impressionnants, un peu sur le même type de parcours que ce qu'on a aujourd'hui, un parcours en circuit avec des ascensions courtes mais pentues. Donc à voir cette équipe Bora aujourd'hui collectivement elle va tenter quelque chose. En tout cas c'est une équipe qui, c'est une certitude, va influer sur le classement général. En dehors du Tour d'Italie, ils ont également gagné le Tour de Romandie avec Alexander Vlasov. Donc là on est à nouveau en Suisse avec, j'ai envie de dire, les mêmes, enfin pas exactement la même équipe, mais avec Vlasov qui bien sûr est à nouveau là. Et ça effectivement ça montre, quand on est capable de remporter 2 tours nationaux, un tour de 3 semaines et 2 tours nationaux, pardon, un tour de national comme le Tour d'Italie et une course d'une semaine comme le Tour de Romandie, 2 épreuves du World Tour, ça montre effectivement qu'on a basculé dans un registre qui n'était pas forcément celui de Bora dans le passé. Ils en ont gagné l'autre, ils ont gagné le Tour de Catalogne aussi avec Higuita. Oui. Mais quand même, ils en sont à 3 courses World Tour, dont un grand tour. Je parlais d'une dynamique, elle est très très, c'est même plus une dynamique là. Clairement ils sont au-dessus du lot. Ils sont en domination. Ouais, ils sont en domination en fait sur les courses par étapes. Alors attention, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le retard de Williams n'est pas aussi important. Il est apparemment de 7 minutes et 40 secondes. On pensait que l'écart augmentait. Il s'est stabilisé. Tout ça est assez anecdotique parce qu'il peut même revenir à 3 ou 4 minutes. Ça ne changera pas la donne. On a même un peloton de battu. Même à 40 secondes. Et là, il faudrait que ça se relève beaucoup quand même devant. Ou alors, il faudrait qu'il trouve des appuis aussi pour rentrer. Mais bon, c'est effectivement anecdotique. Là, si on regarde bien, les Bora ne vont pas rouler dans la mesure où ils n'y ont plus d'équipiers puisqu'ils sont 4 leaders. 4 au classement général en moins de 50 secondes. Donc ils vont être obligés d'attendre et puis de jouer les cartes individuellement par des attaques individuelles dans les dernières difficultés, avec peut-être la première fusée des Sharman. Il est là avec son maillot de champion d'Allemagne.
On le cherchait tout à l'heure, on s'est posé la question. Clément Berthet est bien là, hein, le numéro 13 là, de l'équipage de Citroën, le premier français au classement général de ce Tour de Suisse. Il est même aux portes du top 10 maintenant, puisqu'avec les abandons de Sepkus qui était 7e et d'Adam Yates qui était 10e, Clément Berthet, il est 11e virtuellement du classement général. Maintenant, il est 10e puisque Williams est derrière. On a aperçu Clément Champoussin aussi, son coéquipier dans ce groupe. Tout à l'heure, j'ai vu Larry Warbasse aussi. Alors que là, on nous filme en gros plan. C'est Stefan Kung qui est là. Stefan Kung qui est toujours là d'ailleurs. Oui, toujours aux avant-postes, depuis le départ de ce Tour de Suisse, avec Reichenbach notamment. Et Thibaut Pinot. Vous parliez d'équipier, Cyril. Il y a un équipier pour l'équipe Bora. Il y a Marco Haller qui est là. Ils en ont encore un cinquième. Ils en ont encore un quand même. Ils en ont encore un cinquième. Vous avez vu Quinn Simmons avec le Dossard 166, c'est le porteur. Alors on le distingue pas très bien parce que le maillot est de la même couleur pratiquement que son maillot habituel, non pas son maillot habituel, mais en tout cas il a une couleur rouge qui rappelle plutôt la couleur du maillot de l'équipe Lotto Soudal. C'est le meilleur grimpeur, Quinn Simmons. Il appartient à l'équipe Trek Segafredo. Et on a vu là le vainqueur d'hier, Daryl Impey, qui est descendu à la voiture. Aujourd'hui il va se muer en équipier pour Fuglsang. On est parti chercher du ravitaillement du côté de cette équipe Israël Première Tech. L'écart continue de diminuer tranquillement, mais sûrement. 1 minute 11 nous indique l'écart GPS à 30 km de l'arrivée par rapport à désormais un homme seul, Sylvain Dillier. Autant vous dire que ce sera compliqué pour lui de résister au retour ça sera impossible de ce peloton. J'allais justement dire que là, dès que ça va mettre en route derrière, dès qu'on va avoir une attaque, ça va. Oui, et puis entre nous, le peloton, il court plus par rapport à lui. Non. Ils ont un moment par rapport à l'échappée, il fallait refaire l'écart, faire diminuer l'écart qui était monté pratiquement à 6 minutes. Mais maintenant, Dillier, il compte plus, il compte plus pour la course. Derrière, les Ineos, ils roulent en fonction du tempo qu'ils ont envie de mettre, et c'est ce qu'ils font. Derrière, donc, vous avez les UAE avec Hirschi. Vous avez Fuglsang en troisième rideau et Evenepoel en 4e rideau. Voilà. Vous avez la. Et puis derrière, bien au chaud, les Bora. Ils se font oublier là. Ils se font un peu oublier pour l'instant. Ils n'ont pas d'équipier pour se mettre à l'abri parce que comme ils sont 4 leaders, pour l'instant tu peux sacrifier personne. Donc tu restes au chaud, tu attends que ça se passe. Et quand ça va s'écrémer un peu, que les équipiers vont sauter, les équipiers des autres leaders vont sauter parce que c'est eux qui font les tempos, là ils vont se retrouver peut-être en supériorité numérique avec des coureurs qui vont bien. Rappelez-vous le premier jour. Ils étaient, d'abord ils sont les 4 dans le classement général. Sharman qui est passé quand même assez près de la victoire. Et quand on a vu les grosses attaques avec Vlasov et puis Evenepoel, c'était quand même ceux qui étaient directement impliqués. Ce qui rend ce final relativement difficile, c'est que dans les descentes, on ne peut pas se refaire. Elles sont beaucoup trop techniques, elles vont trop vite. Et on rattaque immédiatement derrière. Il n'y a pas de temps mort sur ce circuit-là. Oui, il y a une bonne cinquantaine de coureurs, 50-60 coureurs encore dans le premier groupe. Alors, il faut savoir qu'il ne reste plus que 126 coureurs en course, compte tenu des abandons d'aujourd'hui. 126 alors qu'ils étaient au départ de ce Tour de Suisse un peu plus de 150, 154 il me semble, je vais vérifier, 153 puisque l'un des coureurs qui était prévu au départ, Ben King, n'avait même pas vu la ligne de départ le premier jour. Allez, on voit Mathieu Burgodeau là pour l'équipe Total Energy. C'est Badilatien qui est là pour l'équipe Groupama FDJ.
Et Sylvain Meunier qui est aussi à l'arrière là pour l'équipe Lotto Soudal. Thibaut Pinot. José Rada là qui appelle sa voiture. Et Koum, comment il va Koum là? Parce qu'il est bien planqué aussi, mais il a intérêt d'ailleurs. FDJ qui remonte sur la droite. Ah, il avait encore de la ressource. Ouais, il gère bien. Hein. Allez, petite route étroite pour l'homme de tête dans la traversée de cette localité à Novazzano. Et puis derrière, eh bien, le peloton. Toujours Dylan Van Baarle en première position. Dan Felipe Martinez légèrement décalé derrière lui. L'ancien vainqueur du Tour de France, Geraint Thomas, et Tom Pidcock juste devant ses coureurs. Donc voilà. Voilà l'équipe Ineos pour l'instant au commandement qui fait face à ses responsabilités en dépit de l'abandon d'Adam Yates. Elle reste malgré tout l'une des équipes ayant une carte maîtresse, Geraint Thomas, troisième au départ et donc deuxième désormais. Le seul Andreas Kron est mieux placé que lui dans le groupe dans lequel il se situe. Et Sylvain Dillier donc qui va se présenter à nouveau sur la ligne d'arrivée pour un deuxième passage. Il restera donc c'est le dernier tour là. Une dernière boucle de 27 km à couvrir. Sylvain Dillier est toujours en tête. Il a lâché tous ses compagnons d'échappée. Et derrière, eh bien, le peloton est tout simplement en train de revenir sur lui. Bon, en tout cas, il fait honneur à ce maillot de champion de Suisse qu'il porte, qu'il arbore sur les épaules depuis près d'un an maintenant. Voilà, il est passé sur la ligne et on va attendre de voir le peloton se présenter. Il va tout donner, essayer de rester le plus longtemps aux avant-postes, mais nos consultants vous l'ont dit, il n'a plus aucune chance désormais de résister au regroupement. Voici déjà les poursuivants. Dans ce peloton figure, oui, le meilleur jeune Andreas Kron, également Andreas Leknesund, Stefan Küng, Mark Hirschi, Jakob Fuglsang, Alexander Vlasov, et d'ailleurs Evenepoel. D'ailleurs les Bora là, les Bora sont revenus se positionner en tête là, enfin en tête ou juste derrière là les coureurs de l'équipe Ineos. Là, regardez, bien collectif. Attention, il va se passer des. De toute façon, c'est sûr, il va se passer des choses, mais je crois que c'est. En tout cas, moi, je me méfierais grandement de cette équipe Bora là qui est venue se replacer aux avant-postes. Le rythme a baissé quand même. Baarle roule un petit peu moins vite maintenant, ce qui permet d'ailleurs à l'homme de tête de reprendre quelques secondes. Et voilà, une 17 en tout cas sur la ligne d'arrivée, une 19 c'est l'écart GPS. Passage donc des poursuivants derrière Sylvain Dillier. Dans ce groupe figure également bien sûr Thibaut Pinot. En ce qui concerne l'équipe Groupama FDJ, je vous propose de tourner une page de publicité. On se retrouve juste après, ce sera la dernière pub. Ensuite, nous n'aurons plus aucune interruption jusqu'à l'arrivée. Le peloton à 1 minute seulement de l'homme de tête. L'écart continue de diminuer. Nous sommes dans l'ascension du Castel San Pietro, l'ascension du château de San Pietro. Elle n'est pas répertoriée, il n'y a pas de points à prendre. Heureusement d'ailleurs pour Quinn Simmons qui est en difficulté. Et vous venez de voir 1 km 600. Bon, c'est pas extrêmement pentu, c'est pas très long, mais c'est exactement ce genre de petite côte que l'on a répartie sur le parcours. Sylvain Dillier est toujours seul en tête, le coureur d'Alpecin qui a lâché tous ses compagnons d'échappée, alors que les coureurs
coureurs sont passés il y a quelques instants sur le deuxième sprint intermédiaire. On se souvient que lors du premier sprint intermédiaire, on avait vu Andreas Krohn aller chercher la petite seconde de bonification qu'il restait à prendre. Et là, les choses sont en train de changer, puisque on voit que l'équipe Israël, première tech de Jakob Fuglsang, prend les choses en main, alors qu'on avait eu juste avant une accélération de l'équipe Ineos de Geraint Thomas. Ouais, l'équipe Ineos qui avait déjà accéléré sur la partie plane là, avant cette ascension, et l'équipe Israël qui maintenant vient lui prendre le relais avec le vainqueur d'hier, Dari Limpey. Donc voilà, on est clairement en train d'accélérer, on le voit à l'arrière, c'est en train de faire des dégâts. Oui, là visiblement, on a passé un petit cran. Remco Evenepoel, il a perdu des équipiers là, on en a vu au moins 3 ou 4 là. Et il n'était pas dedans? Non, non, non. On va vérifier quand même que Remco Evenepoel n'était pas dans les 3-4 coureurs de Quick-Step qui étaient en train de se faire distancer. L'image est passée un peu vite. Ah, il fait un beau numéro quand même. Didier. Ouais, alors que Didier, puis là, il est transcendé là, par les supporters suisses. Allez, ce serait bien qu'on revienne sur le peloton. Donc là, on a Michael Matthews à droite, mais si, hein, Evenepoel est attendu par ses équipiers, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est lui qui est là, mais en tout cas, on s'est regroupé du côté des coureurs de la Quick Step. Et bien, s'il est là, il est lâché, Evenepoel, le 151, ouais, effectivement. C'est bien ce qui m'avait semblé. Et voilà, Evenepoel qui aujourd'hui. On avait tous voulu mettre Evenepoel comme favori, finalement. Il passe par la qui l'a choisi, c'est vous, Cyril. Hein, oui, c'est moi, oui. C'est pas la peine de le répéter à tout le monde comme ça. Du coup, j'ai pris Vlasov. Non, je le répète pas à tout le monde, je le dis juste à Christophe. Ah, c'est vrai. Non, Evenepoel, alors ça, c'est quand même une surprise. Hein, de voir oui, c'est une grosse surprise. Grosse surprise. Alors attends, on va. Attention, c'est pas fini, hein, parce que là, encore un groupe de lâchés. Là, il y a Badilati, il y a Quentin Paché là-bas pour la Groupama FDJ. On a Aramburu. Ah, ça a vraiment vissé un coup fort. Ouais, hein. Pourtant, c'était pas très long. On a également Zambanini pour l'équipe Bahreïn. Et on a un coureur de l'équipe DSM. Ouais, c'est Niklas Arndt. Niklas Arndt, l'un des rescapés, j'ai envie de dire, de l'équipe DSM, puisqu'on vous rappelle qu'il y a eu 16 non partants aujourd'hui, parmi lesquels 3 coureurs de l'équipe DSM, Krag Andersen, Kasper Pedersen et le sprinter de l'équipe Caseball, qu'il faut ajouter d'ailleurs à celui de l'abandon de Timon Aronsman, abandon hier. Là, la course, ça y est, elle est partie. Et là, on va plus se relever maintenant. Plus qu'en plus, on a distancé Evenepoel. C'est clair que là, on va pas lui laisser le luxe de pouvoir revenir ou essayer de combler cet écart. Ça risque d'abréger les souffrances de Sylvain Dilly. Lui, par contre, mais il fait quand même un sacré numéro, hein, Sylvain Dilly, depuis tout à l'heure là. Même là encore, on le voit, hein, ça va bien. Bon, malheureusement, sa tentative sera vaine. Hein. Il ne gagnera pas aujourd'hui, mais il aura fait un sacré numéro. Il est en grande forme. Et derrière, c'est toujours l'équipe Israël Première Tech qui roule. Hugo Hull qui est là, le Canadien qui roule. Bien sûr, au service de Jakob Fuglsang, son leader, qui au classement général occupe désormais virtuellement la 6e place, puisque Sepp Kuss n'a pas pris le départ et que Steven Williams est lâché, distancé avec un certain nombre d'autres coureurs dans un groupe Eto à l'arrière. Donc on sait que ce soir le leader va changer, ça c'est une certitude. Et on a vu le groupe Evenepoel là derrière à une vingtaine de secondes. Oui, mais là c'est cuit, là c'est fini. Alors que la cabane est sur le chien. Ouais, et Fuglsang pour l'instant, je l'avais identifié, mais je me rappelais plus de son nom. Chris Neylands aussi, qui est là pour l'équipe Israël Première Tech, qui est en train de rouler avec Hugo Hull. Donc il a encore 2 équipiers Fuglsang qui sont en train d'accélérer, de continuer sur la même dynamique. Alors que là, derrière, c'est Clément Champoussin pour l'équipe AG2R Spain. On a Thibaut Pinot aussi sur la droite, là, le coureur de l'équipe Groupama FDJ. Mathieu Burgodeau aussi. Ça doit être Clément Bertel, là, le AG2R Spain un petit peu plus haut. Thibaut Pinot, un petit peu à l'image de ce qu'il nous a montré hier. Hein. Il suit, mais il est un peu témoin de tout ça. Il reste en retrait, plutôt à l'arrière. Qu'il reste témoin pour l'instant. Oui. Il se rapprochera quand ça va sauter. Là, il va repasser les gars qui vont sauter. Et dans la dernière ascension, si ça va toujours bien, il peut jouer. Eh bien, on verra ça. On attend ça avec impatience. Allez, on entre dans les 20 derniers kilomètres de course, hein, bien sûr. Et c'est toujours l'équipe Israël Première Tech qui est au commandement. Avec Chris Neylands là en première position, Hugo Hull en deuxième position. Voilà, dans la prochaine ascension, hein, ces 2 coureurs-là, je pense que là, ils vont tout donner. On devrait voir une attaque de Jakob Fuglsang dans la prochaine ascension.
Bah, en plus, là, on le voit, hein, cette partie. Il en reste 3 ascensions. Ouais. Ce circuit, il n'y a vraiment aucune récupération. Hein. Quand on n'est pas dans une bosse, on est dans une descente technique avec beaucoup de virages. Regardez, là, encore des épingles à cheveux. Et des relances. Et on fait pas mine devant. Ah non, là, ouais, ils sont clairement en train de. Ça se casse d'ailleurs derrière. Ouais, c'est en train de casser. C'est là où Thibaut, s'il a les jambes, faut qu'il fasse les sauts tout de suite. Après, l'équipe Groupama FDJ, alors on n'a pas vu Stephen Kung s'il a été distancé. Il y a des coureurs de Groupama FDJ encore dangereux. Regardez, on en voit 2 là. Je pense que Stephen Kung est encore là. Oui, a priori il est là. Il y a un général à jouer pour cette équipe. On voit qu'il y a encore. Oh, attention, ouais. Bah, c'est un coureur de l'équipe UAE, c'est pas Marc Hirschi. Non. Non, c'est le 2. C'est le 2 de cette équipe. Il s'agit de Covi. Alessandro Covi. Il me semble que c'est le 2. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bien lui. C'est Alessandro Covi qui est tombé. On va revoir la chute là. Il était bien placé dans ce peloton. Il a repédalé en 7e position. Il a repédalé trop vite. D'ailleurs, il était, il me semble, dans la roue de Marc Hirschi. Allez, heureusement, il n'a embarqué personne dans sa chute. Et lui-même n'a pas l'air de s'être fait mal. C'est lui qui a la chance de ne pas s'en prendre un sur le dos. Aussi, c'est vrai. Alors que Sylvain Dillier continue avec désormais moins de 20 secondes d'avance sur le peloton. Et ça continue de descendre également. Alors, Patrick là, disait tout à l'heure que le Sang revient à la 6e place. En fait, il est à la 3e parce qu'ils sont tous dans le même temps. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a Krohn, à 2 secondes, vous avez Thomas. Et donc, après, à 6 secondes, vous avez tous les coureurs qui étaient à 10 secondes de l'homme de tête ce matin. Voilà, c'est-à-dire... Après, c'est les places qui les départagent, mais ils sont dans le même temps. On peut les citer, hein, Stephen Kung, Marc Hirschi, Sepkus n'est plus là, Jakob Fuglsang, Alexander Vlasov, Adam Yates n'est plus là, mais Sergio Higuita et Remco Evenepoel, bah lui, il n'est plus là non plus. Donc on aura moins de coureurs dans le même temps à 10 secondes, en tout cas à 10 secondes. Ils seront plus à 10 secondes d'ailleurs, ils seront à... Beaucoup plus. Et Clément Berthet, qui est le premier des coureurs n'étant pas à 10 secondes ce matin, est à 34 secondes. Et on vous a tout à l'heure parlé du 2e sprint intermédiaire. Ce 2e sprint intermédiaire n'a pas eu la même importance que le premier, puisque on ne s'est pas disputé ce sprint intermédiaire. Derrière Sylvain Dillier, c'est Dylan Van Baarle qui à ce moment-là roulait en tête pour l'équipe Ineos, qui est passé en 2e position, et Matthew Holmes de l'équipe Lotto Soudal qui est passé en 3e position. Donc les secondes de bonus n'apporteront pas de modification dans les premières positions du classement. Alors que tout à l'heure, Andreas Krohn avait pris 1 seconde. Et pour l'instant, c'est lui qui est le mieux placé, évidemment, pour endosser ce soir le maillot de leader et donc transformer le maillot, le blanc de son maillot en jaune de leader de la course. Allez, Hirschi était bien là. On a vu Rigoberto Urán. Là, on a Vlasov. Il est là, hein, le leader virtuel actuellement. Andreas Krohn avec son maillot blanc de meilleur jeune. Un petit peu plus loin derrière. Et il est là, notre ami suisse Stephen Kung de la Groupama FDJ. Hein. Il est bien là, le 93 de cette équipe Groupama FDJ. Pozzo Vivo. Dans la roue de Higuita. Leknesund. Leknesund aussi, ouais, qui est là. Allez, Burgodo. Matthew Holmes que l'on a vu passer, on en parlait à l'instant. Niklas Arndt qui est en train de remonter. Clément Berthet, il a dû revenir. Il a dû revenir. Si, à l'instant, effectivement, on voit que les Quick Step ont ramené Remco Evenepoel. Regardez, il est là, Dossard 151. Qui recolle à l'arrière de ce... il est rentré dans la descente, ce qui est quand même un bon signe parce qu'il y a quelque temps, son point le plus faible était la descente. Et là, il a réussi avec ses 2 équipiers à revenir sur le groupe de tête. Alors là, on a Thibaut Pinot. Mais ça va être du sursis, je pense. Ah, oui, je pense aussi. Ouais. Thibaut Pinot et Quentin Paché. Ah, Clément Champoussin, là, l'équipage de Citroën. En difficulté à l'arrière. Il est encore en train de se refaire distancer. Parce que là, on rattaque tout de suite la montée. On rattaque tout de suite. Et puis surtout, devant, on n'a pas baissé de rythme. Là, on va tout donner maintenant pour Chris Neylands et Hugo Hull. L'attaque de Jakob Fuglsang est imminente, hein, je pense. Ce serait peut-être encore un peu tôt, hein, quand même. Ah, mais là, vu comment il fait rouler vite, je suis pas sûr qu'il puisse encore passer une ascension de plus. Regardez celle-là.
un... Oui, 900 mètres simplement, mais avec Et- un passage à 10% sur la deuxième partie. Exactement, ouais. Même proche des 11% dans les 500 derniers mètres. Allez, Sylvain Dillier, c'est terminé. Messieurs, c'est à vous, semble-t-il dire au groupe des favoris. Et il reste encore moins de 15 km à couvrir. Mais quel numéro il a fait? Ouf. Il n'a pas fait deuxième de Paris-Roubaix par hasard. Alors finalement, on essaye. Hein. Ouais, je pense qu'elle n'aura pas lieu. Hein, tu avais raison, Cyril. Elle n'aura pas lieu dans cette ascension-là, l'attaque de Fuglsang. On est en train de gérer encore pour Neylands et Hugo Hull pour passer cette ascension. Mais il n'est plus là encore, hein, Evenepoel. Ah, s'il est là-haut. Si, on est venu se replacer. Regardez, ils sont là sur la gauche, là. On l'aperçoit là-bas. Pour l'instant, pour Evenepoel, pour l'instant, on sauve bien les meubles. Oui. On va voir jusqu'à quand ça va durer. Ou alors il a eu un pépin, mais apparemment non. Ou un petit incident qui l'aurait fait perdre un peu de temps. Mais de toute façon, la course va faire ressortir la vérité. Je regardais la durée de l'échappée de Sylvain Dillier, 172 km d'échappée aujourd'hui dans cette étape. Vu les conditions topographiques et météorologiques, c'est quand même... Enfin, je pense que ce soir, il aura mérité sa tranche. Ouais, il va bien dormir. Oh oui, sûrement. Une échappée qui était apparue sous l'impulsion d'Anthony Turgis et de Claudio Imhoff, mais qui ont été distancés par la suite. On a vu Clément Champoussin qui s'accrochait là pour essayer de basculer encore une fois. Il y a un coureur de la Quick-Step là qui est complètement arrêté sur la gauche. Alors c'est peut-être l'un des équipiers de Remco Evenepoel. Vous pensez que c'est lui? J'ai l'impression que c'était Evenepoel. Alors, allez, là c'est Sylvain Dillier mais qui est derrière. Hein. Il n'est plus échappé, il échappe plus échappé devant, il est échappé derrière. Allez, on va retrouver. C'est dommage parce que je suis pas sûr qu'on ait tout de suite cette information. On va être à l'écoute de. Et ça replonge. Alors c'est Ilan Van Wilder vient de signaler Radio Tour qui vient de se faire distancer. Donc non, c'est un équipier de Remco Evenepoel qui a dû travailler pour permettre à son leader de recoller et qui vient de céder. Allez, du côté de l'équipe Israël Premier Tech, on a réussi à basculer cette bosse là pour Hugo Hull et Chris Neylands. Donc on va pouvoir travailler encore jusqu'à la prochaine ascension pour Fuglsang. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus que la dernière ascension, hein, la dernière ascension de Pedrinate, avant de revenir sur la ligne d'arrivée, où sera jugé donc bien sûr le terme de cette cinquième étape. Et vous l'avez vu peut-être lors des tours précédents, c'est une arrivée en côte. Donc on peut de toute façon avoir des modifications au classement général parce que cette arrivée va concerner tous ceux qui se disputent les meilleures places et pas seulement ceux qui souhaitent obtenir une victoire d'étape. On n'a pas parlé du classement de la montagne. On a vu Quinn Simmons tout à l'heure, qui n'était pas d'ailleurs vraiment à son avantage, mais il n'y avait pas énormément de points à prendre finalement aujourd'hui. Une côte de deuxième catégorie et 3 côtes de troisième catégorie, sachant que la dernière ne sera pas disputée par les échappés qui avaient pris les devants. Donc Quinn Simmons conservera son maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape, puisqu'il possédait déjà 34 points au départ de cette étape et les coureurs qui étaient échappés n'avaient pas de gros points dans ce classement annexe. En ce qui concerne le classement par points, c'est Andreas Leknesund qui porte le maillot noir de leader de ce classement. Là, on sait que ça peut changer évidemment avec la
la victoire d'étape, puisqu'il y a 12 points à prendre sur cette étape. Et on verra ce que fait par exemple un Michael Matthews. Puisqu'on indique qu'il vient de recoller à l'arrière du groupe en compagnie de Clément Champoussin. Donc retour de Michael Matthews et de Clément Champoussin. Et toujours l'équipe Israël, première tech qui roule, Neyland, Hugo Hull. Je continue mon tour d'horizon en ce qui concerne les classements annexes. Le classement de meilleurs jeunes, où là aussi Leknesund est placé, mais en deuxième position à une petite seconde d'Andreas Krohn. En réalité, il y en a deux désormais, puisqu'Andreas Krohn a pris une seconde de bonification. Donc conforte, mais enfin vous avouerez quand même que c'est loin d'être définitif, ce maillot de meilleur jeune, ce maillot blanc sur ses épaules, s'il n'y a pas d'écart à l'arrivée de cette étape entre ces deux hommes qui figurent bien sûr dans ce peloton principal. Et puis la meilleure équipe, on n'en parle pas souvent, c'est l'équipe Bora-Hansgrohe. Au classement général, on rappelle que le classement par équipe est calculé sur l'addition des places, sur l'addition pardon au temps des 3 meilleurs coureurs à l'arrivée de chaque étape. Et l'équipe Bora-Hansgrohe devançait ce matin la formation Ineos Grenadiers de 51 secondes. À noter que l'équipe Jumbo-Visma, qui n'a pas pris le départ de cette étape, était pointée en 4e position. Mais on le sait, elle s'est retirée en raison de cas de Covid. Pedrinate pour la dernière ascension. Et là, a priori, c'est cette ascension-là qu'on a choisi pour attaquer là, du côté de l'équipe Israël. Première tech là, parce que clairement on a accéléré là. On a vu Neylands là, la relance en danseuse. Donc là on a Aramburu, Champoussin distancé. On a Quentin Paché aussi en train de se faire distancer. Et je vous rappelle que juste après, il y aura l'équipe de Greg que vous pourrez suivre, bien sûr, une fois que nous aurons débriefé. Ouais, il s'est garé complètement Neylands là. Il y aura ensuite ce soir, je vous donne rendez-vous pour la Diamond League à Oslo ce soir, avec aux commentaires François-Xavier de Châteaufort, Antoinette Nana Djimou et Bob Tari. Et n'oubliez pas dimanche, samedi, il y aura la Diamond League à Paris. Ce sera sur la chaîne L'équipe, ce sera à Charletti et ce sera de 21h à 23h. Allez, Hugo Hull là, qui est en train de produire, de jeter ses dernières forces là pour Jakob Fuglsang. On l'a vu, hein, cette ascension, il y a du pourcentage, il y a de quoi faire des différences. Surtout qu'on voit le peloton est quand même grandement diminué. On a quoi, une trentaine de coureurs dans ce groupe. Oh, je crois. Attention, il y a des lâchés. Ouais, j'ai vu Stephen Kung, hein, je crois, un peu à la limite là, à l'arrière de ce groupe. Et on a Evenepoel qui est là. Evenepoel qui est encore distancé. Hein, le coureur de la Quick Step là-bas devant. Burgodo ferme la marche dans ce groupe avec juste devant lui Antonio Pedrero. Et c'est Michael Matthews qui est là aussi, à nouveau lâché. Il venait de recoller et il est à nouveau distancé. Mais c'est vrai que l'élément le plus important, c'est Remco Evenepoel. Voilà, on va peut-être zoomer sur le leader de l'équipe Quick Step, ici de 551. Il est en compagnie de Eduardo Zambanini. Oui, ça va pas fort. C'est vraiment pas la bonne journée pour Remco Evenepoel. Et puis on n'a pas attaqué encore pour les principaux favoris. Alors que vous voyez ici Aramburu, pareil, hein, quand on a été lâché dans la bosse précédente, forcément, on s'impose un effort pour revenir, mais on le paye. C'est presque la double peine, évidemment, avec cette nouvelle difficulté. Clément Berthet aussi un petit peu à la limite, là. On a Thibaut Pinot à l'arrière. Sacré travail, hein, quand même, de Hugo Hull et de Chris Neylands depuis tout à l'heure. Mais en revanche, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cyril, mais Geraint Thomas a l'air très bien. Hein. Oui. Il semble chatouiller les pédales, effectivement. D'ailleurs, il ne se met même plus dans la roue des équipiers, il se met devant les équipiers. Et il a surtout, effectivement, en compagnie encore deux équipiers, Dan Felipe Martinez. Là, il n'y a personne qui rigole. Qui était l'autre? C'est Pidcock qui était là également. Oui, Pidcock qui est là, oui. Il y a Pidcock qui est là. Voilà, effectivement. Charman avec son maillot de champion d'Allemagne. Vlasov, Izagirre, Hirschi, Higuita, Leknesund. On a Rigoberto Urán aussi qui est là. Et le leader virtuel, il ne faut pas l'oublier quand même, Andreas Krohn, il est là, hein, le maillot blanc. Bien sûr qu'il est présent avec Paules, avec encore un autre coureur, c'est McCarthy pour IF. On a Bob Jungels qui est là, le 15 là, pour l'équipage de Citroën.
Et Kung qui s'accroche à l'arrière. Ah, Le mais là, il est voici, limite. Hein. 2h93. On le voit, hein, on le sent, il est à la limite là, Stephen Kung. On a Brambilla ici à la limite, là à l'arrière pour l'équipe Trek-Segafredo. Thibaut Pinot distancé. Thibaut Pinot vient de se faire distancer. Alors qu'il reste 1 km hein, pour aller au sommet de cette ascension. Là, on est dans la partie la plus dure. Hein. On voyait tout à l'heure sur le graphique. Là, on est dans la partie noire, hein, plus de 9%. Ionis Aguirre aussi a l'air d'être très bien pour l'instant dans la roue de Vlasov. Quel travail hein, de Hugo Hull là depuis tout à l'heure. Allez, Brambilla, c'est fini. Devant, c'est Ulissi. Hein, ouais. C'est fini également, presque. Et Stephen Kung, c'est limite, hein, ouais. Kung. Hein. Oh, mais il va basculer, je pense. Il va être temps qu'elle se termine cette ascension. Et Hugo Hull, ça va être fini aussi. Ah, il restera plus que la bosse d'arrivée. Hein. Finalement, on aura, on va attendre hein, la dernière ascension hein, pour s'attaquer. Et Brambilla s'accroche, il veut peut-être tenter de rentrer une fois qu'on aura basculé. Alors c'est Leknesund qui attaque. Leknesund, déjà vainqueur d'une étape sur ce Tour de Suisse. Allez, Leknesund, Fuglsang, on a Charman dans la roue. Et Fuglsang qui y va. C'est finalement Fuglsang qui va. On est bientôt au sommet, hein. On y arrive hein. Au sommet de cette ascension. Voilà, là il y a eu il y a 8-10 coureurs là qui sont en train de se détacher. C'est exactement ça, un petit groupe est en train de sortir et là il va falloir prendre les temps au sommet. C'est Fuglsang avec Charman dans sa roue. Après on a Pidcock, on a Geraint Thomas, on a Izagirre, Vlasov. Voilà, le sommet est franchi avec Fuglsang en première position qui se retourne et qui essaie de constater les dégâts. C'était un peu tard quand même pour attaquer. Ouais, Stephen Kung qui ça y est, hein, il est distancé là, on le sentait à la limite tout à l'heure. 16 secondes de retard pour Stephen Kung par rapport à l'homme de tête. Ouais, il est avec Bob Jungels, c'est Cartier aussi qui est là. Ah, Charman qui contre avec Vlasov. Ah, ça va pas aider évidemment au regroupement dans les 8 derniers kilomètres de cette 5e étape. Max Charman qui sait que dans un petit groupe comme ça, il peut aller chercher la victoire d'étape. Oui, D'autant que Matthews a été distancé notamment. Là, oui, mais là c'est le général qui cherche. Il est surtout là pour Vlasov, hein, je pense. Hein. J'ai l'impression qu'il se sacrifie un peu. Voilà, ouais, Stephen Kung, ça, je pense que ce sera compliqué là de rentrer, sauf si ça se relève. En compagnie de Ulissi, Hugh Carty et Bob Jungels. Allez, on revient sur la tête de la course. Et ça a attaqué devant. Ça a attaqué. Derrière, c'est Pidcock là, qui est en train de rouler. Bah, c'est Charman. Hein. Charman, Pidcock, Vlasov, Geraint Thomas, Fuglsang. Ouais, et Pidcock, il a du mal à y aller. Et derrière, à l'arrière, il y a Pozzo Vivo qui est là, en avant-dernière position. Je crois que c'est Marc Hirschi, là, le dernier de ce groupe. Hein. Ça doit être ça, ouais. Marc Hirschi qui est en dernière position de ce groupe. Ah, il est peut-être un peu juste, hein, Hirschi. On a une quinzaine de coureurs et regardez, on est obligé de s'activer pour rester au contact ou ne pas perdre contact plus exactement avec Max Charman. C'est ce que fait Dan Felipe Martinez, je pense. Non, c'est Pidcock qui est en deuxième position. Mais Martinez est là aussi, hein. Je l'ai aperçu là en 8-10e position. Donc on a 3 coureurs de l'équipe Ineos. Allez, épingle à cheveux, on vire dans cette descente assez technique. Ben, Charman, c'était le moins bien placé des 4 Bora, donc c'est lui qui a lancé la première mine. On a ça attaque derrière. Fuglsang qui attaque dans la descente. Il fait la descente, Jacob Fuglsang. Ah non, c'est parce qu'il y en a 2 qui sont partis devant. Un Pidcock qui a dû revenir, je pense. Pidcock a dû revenir effectivement sur l'homme de tête, sur Charman. Et au total, on a 15 coureurs, si on adjoint évidemment les 2 hommes de tête. Oula, ça n'a pas... Ah non. Ouais, j'ai eu peur aussi. Oui, moi aussi, j'ai eu peur que Fuglsang soit parti à la faute. Allez, Charman, Pidcock devant. Ah bah c'est... oui. Eh ben, Fuglsang, il est un peu piégé là sur le coup. Oui, parce que... Ah non, les Bora, pardon. Il y a Charman. Tant qu'il n'y avait pas de coureur de l'équipe Ineos aux avant-postes, évidemment, on savait que Pidcock allait, ou un autre, allait travailler en tête de ce groupe. Ils sont très bien représentés. Mais là, avec Pidcock devant, évidemment, les Ineos laissent faire le travail à leurs adversaires. Alors, Charman, petit problème de dérailleur. Oui. D'ailleurs, Pidcock, vous le voyez. C'est bon, il a remis sa chaîne, apparemment.
Sharman qui avait été victime d'une chute, hein, vous vous en souvenez, il y a 2 jours. Chute intervenue à un peu plus de 4 km de l'arrivée, ce qui l'avait pénalisé. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas dans le même temps, cet écart de 10 secondes qu'avaient la plupart des rivaux de Stevie Williams au départ de cette étape. Sharman, il est un petit peu plus loin. Et regardez, ouais, Pidcock qui prenait pas de relais à Sharman, hein, c'est logique, hein, Pidcock il est à quasiment 1 minute 30. Il a une 30, oui. Il est à une 30, Pidcock. Donc, c'était pas la bonne carte, alors que là on a Martinez hein, qui est en train de revenir à l'avant pour l'équipe Ineos. Ça va peut-être permettre à Kung de revenir. Et c'est bien Marc Hirschi hein, qui est là en dernière position. Oui, il était plus que limite. Ouais. L'élastique était bien tendu, mais elle n'a pas cassé. Et ça se regarde du coup. Ah, ça va peut-être permettre à des coureurs qui ont été distancés de revenir si on s'observe. On les voit pas en tout cas, c'est hein, vrai. ceux qui sont à l'arrière là. Mais effectivement là on se regarde, hein. Personne ne veut prendre les choses en main. Bora et Ineos, les deux équipes hein, qui sont en surnombre, qui sont les mieux représentées pour l'instant, on ne veut pas prendre les choses en main. Là, il y a la dernière ascension, ça va se faire au sprint. Là, on a Course de côte. On a Izagirre en dernière position. Et Pozzovivo toujours là. Il était dans la gamelle aussi, malheureusement pour lui. On a 2 équipes avec 3 coureurs. 2 équipes avec 3 coureurs. Ce sont bien sûr les équipes Bora et Ineos. Bora avec Vlasov, Higuita et Sharman. Et Bora qui attaque. Et Ineos avec Martinez, Pidcock et bien sûr Geraint Thomas. Alors on ne laisse pas partir. Hein. On ne laisse pas partir, bien sûr, un coureur de l'équipe Bora en l'occurrence. C'est Schartner, ouais. Ah bah alors c'est pas 3, c'est 4 pour l'équipe Bora. 4 oui, ils sont 4, D'ailleurs, ça y est, hein, on a pris les choses en main là. Et Fuglsang réagit immédiatement. Fuglsang qui tente de partir seul là, hein, sur cette partie de transition là entre les deux bosses. Et regardez, on s'observe. On s'observe derrière. Bon, non, c'est pas possible. Pourquoi Pidcock, j'ai pas compris pourquoi Pidcock l'a laissé sortir, pourquoi il a regardé derrière. Il était peut-être court. Hein. Ah non, en fait on a lancé, je pense que c'est Geraint Thomas là qu'on vient de lancer derrière avec peut-être bien Vlasov. Hein. Pour l'équipe Bora là. Oui, Vlasov qui n'a pas bougé. Et il a fait un sacré trou Fuglsang sur son attaque. Écoutez, si on a Fuglsang, Vlasov et Geraint Thomas, ça veut dire qu'on a 3 des grands favoris de ce Tour de Suisse qui sont en train de sortir à 4 km de l'arrivée. Et un 4e coureur est revenu, hein, apparemment, coureur de la formation IF. Bah c'est IF, c'est Rigoberto Urán hein, qui doit être là. Alors Fuglsang, ouais c'est ça, hein. Derrière c'est Vlasov, Geraint Thomas et Rigoberto Urán hein, qui sont en train de rentrer. Dans cette histoire, si l'on voit les leaders attaquer, eh bien il y en a un qui va être en difficulté, qui aurait pu hériter du maillot de leader, c'est Andreas Kron. Andreas Kron, le maillot blanc, on ne le voit plus maintenant hein, aux avant-postes. Ouais, Urán ne passe pas. Mais j'ai dit que c'était Urán, c'est pas Urán, hein, Cyril, hein, c'est Nelson Paules. Ah, Paules. Alors regardez, ça rentre de l'arrière. Il y en a un en tout cas qui ne se pose pas de questions évidemment. À 3 km 500, c'est l'homme de tête, c'est Jakob Fuglsang. Et regardez Andreas Kron, celui qui peut prendre le maillot de leader, mais il faut évidemment que ce groupe arrive compact. Et bien pour l'instant est piégé. Il est à l'arrière de ce groupe. Il l'a compris, il va devoir réagir. Regardez, il va remonter pour essayer, pourquoi pas, d'accrocher l'un ou l'autre des coureurs qui... Ouais, il a bien réagi là. Putain, il a des chevaux. Il a bien réagi. Et derrière, on a vu Stefan Kung hein, qui se faisait un petit peu piéger, alors que là, Fuglsang devant. Bah, piégé, oui et non. Il venait d'opérer la jonction. Rappelons qu'il avait été distancé de ce groupe de tête. Hein, et qu'il a pu revenir sur ce groupe. Mais là, il y a des attaques incessantes derrière l'homme de tête, Jakob Fuglsang. Et effectivement, il ne pourra pas suivre tout le monde. Alors, Kron est sorti de ce groupe pour se lancer à la poursuite bien sûr, de Vlasov, à la poursuite de également Geraint Thomas et Paules. De Geraint Thomas et de Paules, oui. Vlasov, Geraint Thomas, ouais, Paules, c'est normal. Hein. Paules, lui, va pas passer. Hein. C'est pas sa guerre là, l'histoire. Oui, mais c'est pas sa course. Non. Je crois qu'il y a d'autres coureurs. Hein. Il y a 1 ou 2 coureurs qui sont sortis encore derrière en contre. Alors que là, on voit le profil de cette bosse d'arrivée. Alors ça a l'air comme ça impressionnant. Hein. Bien sûr, cette montée, c'est quand même, faut pas exagérer. Hein. On est sur des pentes un peu difficiles quand même au pied. Et puis ensuite, donc 7,5 et 9%. Et puis ensuite, les derniers hectomètres sont un peu plus roulants, 5,7%. Ah, bah oui, on a Sharman et Izagirre hein, qui sont juste derrière là. Le groupe Geraint Thomas et Vlasov. Et 6 secondes hein, d'avance pour Fuglsang. Il fait un beau numéro aussi là, il fait un sacré numéro là. Alors on y arrive, hein. Regardez, on arrive là dans les pourcentages. Alors finalement c'est plus facile de partir sur le plat que dans la bosse. Finalement.
On va essayer aux 2 km de faire un pointage là. 2 km avec effectivement l'homme de tête qui passe maintenant, Jakob Fuglsang. Oh, et Vlasov derrière qui sort. 4 secondes. Bah ouais, mais là, il n'y aura plus 4 secondes. Là. Cyril, je pense que tu peux ranger le chronomètre là. Vlasov, Geraint Thomas, Paules dans cet ordre. Oh, Geraint Thomas qui s'est rassis. Geraint Thomas qui ne peut pas suivre. Vlasov va donc peut-être essayer seul le rapprocher sur Jakob Fuglsang. Et c'est fait. C'est fait. On a opéré la jonction, mais Geraint Thomas va rentrer aussi. Ouais, puis on a fait le trou avec ceux de derrière. Là, si on ne se regarde pas, c'est clairement entre ces 3 hommes que ça va se jouer. Derrière, c'est Izagirre qui est... On n'a pas Oles là, bien sûr, qui est là. Et en 5e position, je crois que c'était Izagirre, coureur de l'équipe Cofidis. Alors, si Vlasov ne roule pas... Regardez, en bas de l'écran, c'est Paules qui va rentrer à son tour, à moins qu'on attaque devant. Et Charman. Ah non, ouais, c'est Charman, exactement. On va retrouver 2 coureurs de l'équipe Bora là dans les 5 mais premiers. il n'est pas rentré encore. Hein. Non, il n'est pas rentré. Charman qui revient sur Paules. Charman, il a le maillot de champion d'Allemagne, mais il est bien effectivement un coureur de l'équipe Bora Hansgrohe. Geraint Thomas, il est content là, que ça se relève un petit peu, je crois. Il est content que ça souffle un peu. Allez, Paules qui est en train de rentrer parce qu'on se regarde. Charman qui va rentrer aussi. Hirschi, le groupe des battus. Mais Hirschi n'est pas dedans. Ça, c'est les battus. Hirschi n'est pas. Ouais, Hirschi est trop juste. Il faudrait vraiment qu'on s'observe devant. Mais attention quand même, parce que là, tout le monde éprouve le besoin de souffler. Ouais, mais là, on va avoir Charman qui va rentrer, qui va rouler très certainement. Oui, mais ça va faire peur à tout le monde, ça. Parce que Charman, pour la victoire d'étape en tout cas. Voilà, il part. On le laisse. Ben voilà, et on le laisse partir. Et Vlasov ne va pas bouger, évidemment. Il laisse son coéquipier. Non, il n'y va pas. Il n'y va pas, finalement, Charman. Non, il vient de boucher le trou. Hein. Bah oui. Et puis on voit que c'est raide quand même, ce final là. Allez, on se retourne. Non, mais celui qui a la plus belle carte pour la victoire, c'est Paules qui discute. Si Paules sort, ils vont pas aller le chercher. Et derrière, cette discussion à laquelle on assiste va peut-être permettre à des coureurs de se rapprocher, des coureurs de l'arrière. Là, on voit Dan Felipe Martinez dans la roue de Marc Hirschi, mais on est encore, on a des coureurs intercalés. Regardez à l'arrière, Jon Izagirre qui est en train avec Diego Ulissi de revenir avec Ulissi. Vous avez vu Ulissi quand même tout à l'heure, il avait l'air quand même en mauvaise posture. Ouais. Faut se méfier de lui également pour la victoire d'étape si ça rentre. Ouais, mais là, on n'a pas fait le break pour les 5 hommes. Alors Stefan Kuhn qui est là, Stefan Kuhn qui finalement il va plutôt bien s'en sortir sur ce fait de course. On a Krohn aussi qui est encore là. C'est surtout Krohn qui va faire la bonne opération parce que s'il rentre maintenant sur les hommes de tête, il prendra il a toutes les chances. Il y a les bonifs. Attention, il y a les bonifs quand même. Il y a les bonifs, oui. Il y a des bonifs à l'arrivée. Et puis surtout quand ça va réaccélérer. Je pense que là, ils ont fait l'effort pour rentrer. Ça va être compliqué. Ils vont pas pouvoir jouer pour la victoire d'étape. Allez, Pozzo Vivo et Guita sont là. Allez, Vlasov qui fait le choix là de rouler. Bon, pour Marc Hirschi, c'est complètement terminé. Maintenant, il faut aller devant. Voilà, Charman qui tente de sortir. Bien joué, Vlasov qui a essayé un petit peu de bloquer Fuglsang. Allez, le sprint qui va être lancé maintenant à 400 mètres. On est loin de l'arrivée encore pour lancer un sprint. Et Charman se sacrifie. Charman avec Fuglsang, Vlasov. Geraint Thomas et Paules en dernière position. Juste un petit peu plus tard, Ulissi et Stefan Kuhn. Ulissi qui va jeter son dévolu pour essayer malgré tout de disputer la victoire, mais il est trop loin malheureusement. Charman toujours devant avec Fuglsang qui va essayer de le remonter. Vlasov dans la roue de Fuglsang. Vlasov qui va peut-être s'imposer. Vlasov qui est en tête maintenant. Paules qui revient de l'arrière avec peut-être la possibilité de déborder tout le monde. Vlasov toujours en première position qui se retourne, qui a encore de la force pour insister. Paules en deuxième position qui se décale. Paules qui essaie de remonter mais non. Finalement, la victoire revient à Alexander Vlasov et l'équipe Bora qui était en surreprésentation remporte cette victoire. Bonne nouvelle évidemment pour ses équipiers Charman et Guita qui terminent à proximité de lui juste derrière. Et voilà donc les coureurs qui en terminent. Il va y avoir des cassures, il va y avoir quelques écarts, mais il va falloir surtout tenir compte des bonifications et on est déjà en train de faire les comptes puisque avec 10 secondes de bonification, Alexander Vlasov est bien parti, me semble-t-il, pour prendre le maillot de leader et faire le doublé. Victoire d'étape et le classement général. Leknesund a passé la ligne et peut-être sûrement même un des grands perdants du jour. Marc Hirschi qui est là, qui arrive en compagnie de Martinez. Martinez qui avait déjà perdu du temps. Voilà, Marc Hirschi qui aujourd'hui a peut-être bien perdu le classement général.
Et Vlasov, qui a bien bénéficié du travail de Sharman sur le final. On a vu Sharman qui s'est un peu sacrifié à 300-400 mètres de la ligne pour lancer le sprint de loin, pour continuer à l'emmener. Et grosse force collective, on en a souvent parlé pendant l'étape, mais Higuita aussi qui arrive juste derrière, gros Chartner aussi qui était là. Et toujours pas de Remco Evenepoel, toujours pas là. Je disais Hirschi, le grand perdant du jour, c'est certainement Evenepoel le plus gros perdant. Allez, on va entendre dans quelques instants Max Sharman qui vient d'en terminer au micro de Tanguy Queiroz. Ça n'a pas suffi finalement pour battre. Yeah, well, it was pretty hard in the second last climb. And I grabbed the chance to go for it, but Pidcock somehow didn't ride. On a essayé de jouer notre chance. Shake up the race, make it exciting, but he didn't want to, I guess. And Vlasov went, but I saw everyone is pretty dead, so I went with I think he's. Vous savez, Vlasov a gagné, mais je crois que tout le monde a essayé, tout le monde était fatigué. C'était très serré. Derrière. Before we don't win, I go for Vlasov. Quand j'ai su que je ne pouvais pas gagner, je me suis dit que c'était pour Vlasov. Yes, I'm getting better. Yesterday I wasn't that good, but it's coming back. Non, hier c'est vrai que j'étais pas dans un grand jour, mais je vois que c'est en train de revenir. Yeah, thank you. Merci Patrick Chassé pour cette traduction. Merci à Tanguy Queiroz et Charles-Antoine Nora pour l'interview avec Maximilian Sharman. On est en train de suivre Alexander Vlasov, vainqueur de cette étape aujourd'hui. On parlera de Vlasov parce que c'est sûrement l'un des grands favoris du prochain Tour de France. Ce sera son premier d'ailleurs. Vous avez vu ce sprint, vous avez vu passer également Remco Evenepoel avec du retard sur ceux qui ont passé la ligne en premier. On va se quitter quelques instants, réouvrir, ça va frotter, débriefer surtout cette étape qui a quand même eu un final assez sympa. Alexander Vlasov vient tout juste de remporter la 5e étape du Tour de Suisse, une étape comme une classique. Il s'impose aujourd'hui, il prend le maillot de leader du classement général, lui qui a déjà gagné le Tour de la Communauté de Valence cette année, le Tour de Romandie également, vous l'aviez suivi avec nous, qui sera sur le prochain Tour de France, peut-être l'un des grands favoris du prochain Tour de France. Alexander Vlasov, donc, qui s'impose, il aurait dû faire normalement le Dauphiné, c'est ce qu'on annonçait plutôt en milieu de saison. Il est là sur le Tour de Suisse, c'est visiblement le bon choix. Alors quand même, parce que Christophe Riblon me le réclame, évidemment, on va se remettre un petit moment d'avant-course. On revient tout de suite ensemble. Cyril Guimard. Evenepoel. Oh non. Patrick Chassé. Sergio Higuita. Tac, tic, tac. Christophe Riblon. Bah écoutez, je vais prendre Vlasov du coup. Pierre Carré. Je voulais dire Evenepoel, je voulais dire Vlasov, c'est trop compliqué. On ne peut pas dire Higuita. Je pense à un Jumbo peut-être. Ah non, c'était pour voir si vous suiviez. Allez, je t'en donne un. Non, Thomas de Rent. Intéressant parce que les lotos ont vraiment le couteau sous la gorge pour aller chercher des points UCI. Bon, faut faire plus court, Pierre, la prochaine fois sur le chrono. Non, j'ai un bémol, Christophe. Quand Cyril dit Evenepoel, vous êtes là, genre, il m'a piqué mon premier prono. Bah, je suis désolée, donc du coup, ça s'annule. Vous n'avez pas gagné le concours de prono. C'est parce que ça vous arrange, parce que vous avez oublié ma crêpe au Nicolas. Vous l'aurez demain, mais elle sera encore froide. On va les laisser régler ça. Un petit souci, là, j'ai l'impression. On va faire le point avec vous, Patrick, sur les classements, l'étape, le général. Donc, gros changement aujourd'hui. On rappelle quand même que depuis la première étape, c'était Steven Williams qui avait le maillot jaune et que c'est donc le premier changement de ce Tour de Suisse. Alors effectivement, en ce qui concerne le classement de l'étape, vous l'avez vu, Vlasov a donc montré une fois de plus qu'il était assez impressionnant et qui plus est en Suisse, son nouveau territoire de chasse, puisque Vlasov a devancé Nelson Paulus, l'américain de l'équipe IF, et Jakob Fuglsang, très présent dans le final, mais qui n'a pas pu aller finalement chercher cette victoire. Le meilleur coureur d'Ineos, Geraint Thomas, prend la 4e place et on va voir le classement général complètement modifié. Eh bien, c'est le coup double pour Alexander Vlasov, qui désormais devance de 6 secondes Jakob Fuglsang et de 7 secondes Geraint Thomas. Andreas Kron, le meilleur jeune, est désormais
4e. Stefan Kung, qui était à un moment en position quand même très délicate, eh bien, figure désormais en 5e place. À noter quand même que 2 Bora sont dans le top 6 et même 3 dans le top 8. Je voudrais repréciser que Alexander Vlasov, bien sûr, est de nationalité russe. Il n'y a pas de drapeau. Il faut juste repréciser qu'avec les conditions de la guerre en Ukraine, on n'a pas affiché le drapeau russe sur Alexander Vlasov. Il s'était même exprimé lui-même en disant « je veux juste la paix ». Au moins, voilà, on a parlé de ça. Nous aussi, ça tombe bien. C'était important de le dire, de le rappeler. On va regarder quand même ensemble le sprint final, parce que c'est un sprint quand même de leader de grand tour, de coureur spécialiste de la montagne plutôt. Ça a été un sprint extrêmement long, non, Christophe? Ah ouais, un sprint long, ouais. Là on est à 800 mètres, c'est Sharman qui a repris la tête de ce groupe, tout simplement pour essayer de bien emmener Vlasov, mais surtout pour éviter le retour au maximum des coureurs de l'arrière. Donc Sharman qui se sacrifie pour Vlasov à ce moment-là, Fuglsang qui est en 2e position, après on a Vlasov, Geraint Thomas et Paoles. Là, un peu la surprise du jour, là on est encore à 300 mètres, et effectivement on va voir, ça va partir de très très loin, c'est surtout Fuglsang qui part de loin à 250 mètres, on l'a vu, l'arrivée était quand même difficile, un bon faux plat montant, limite une bosse, et puis après il y a match entre les deux, il y a match entre Vlasov et Fuglsang, et puis finalement c'est Paoles qui sur le final va venir presque sauter Vlasov sur la ligne. Je pense s'il y a un tout petit peu plus, s'il y a 25-30 mètres de plus, c'est Paoles qui gagne, mais voilà, c'était un tout petit peu tard, il était placé 4e à 300 mètres de la ligne, c'est cet effort-là qui lui coûte un peu la victoire, mais voilà, Vlasov il était dans le sprint, il était très fort, mais surtout on l'avait vu avant, déjà il nous a montré quand même des sacrées belles choses, surtout quand il a fait le saut là, pour revenir sur Fuglsang. Vlasov, il m'a l'air quand même bien en jambes. Avant de vous demander si c'est devenu le grand favori maintenant de ce Tour de Suisse, Alexander Vlasov, on va l'écouter avec une traduction un peu spéciale de Pierre-René Esquer. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas appelé comme ça, il est avec nous. Félicitations, Alexander. Après votre victoire sur le Tour de Romandie, la Suisse vous réussit bien cette année. Oui, je suis très heureux de gagner en Suisse pour la 2e fois. Mais bon, les jours importants sont devant nous. Now you're also the big favorite for the GC. You take over the leader jersey. What does Vous prenez le maillot de leader. Pour moi, ça veut dire que l'équipe va devoir encore plus travailler demain. Ma forme est bonne. Et on va essayer de donner le meilleur demain. Grand favori de ce Tour de Suisse, Cyril, Pierre? Faut quand même pas jeter à la poubelle Fuglsang, parce que c'est quand même lui qui a lancé les hostilités. C'est lui qui a véritablement durci la course. Finalement, il se retrouve 2e au classement général à 6 secondes. C'est peut-être lui qui est le mieux placé. Il se loupe pas, il court bien. La dernière course qu'il avait disputée, c'était le Tour de Romandie, il l'avait emporté. On n'a pas vu. C'est vous qui lui portez chance en fait. Peut-être. On n'avait pas vu de doublé, Romandie Tour de Suisse depuis 1994, 1994. Et vous savez d'ailleurs à ce propos que seuls les Suisses sont capables de faire le doublé. Parce que Pascal Richard. Parce que Pascal Richard, que vous venez de citer, est le dernier en 1994. Kubler l'a même fait 2 fois le doublé dans les années 50, Koblet aussi, Rolf Maurer dans les années 60, 64 je crois. Bon bref, ça c'est une histoire de Suisse. Ben non, il n'y arrivera pas. On n'en est pas là encore. C'est vrai qu'il n'est pas russe. Il peut demander sa nationalité suisse assez rapidement. En 1935, c'était qui avait fait le doublé? Voilà, il n'y en avait pas, cherchez pas. On n'en est surtout pas là parce qu'il reste 2 belles étapes de montagne encore derrière, à voir ce que va réussir à faire Alexander Vlasov et un chrono surtout dimanche. C'est vrai que c'est pas du tout négligeable, au contraire. Il se présente donc comme l'un des favoris du prochain Tour de France, ça on l'a déjà dit. C'est aussi la première année où on le voit remporter des courses par étapes. Qu'est-ce qui se passe avec Alexander Vlasov qu'on attend quand même depuis un moment? On l'a déjà vu être 2e de Paris-Nice, on l'a vu remporter le Mont Ventoux dénivelé challenge, notamment nous sur la chaîne il y a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe cette année particulièrement avec lui? Je ne sais pas ce qui se passe pour lui personnellement, mais en tout cas il a trouvé sa place dans cette équipe qui aujourd'hui a un nouveau visage. Avant il était orienté plus sprinter, puncher, avec des profils comme Peter Sagan qui était la tête d'affiche de cette équipe. Aujourd'hui une équipe qui s'est complètement orientée sur le classement général. Et elle le fait de magnifique façon. On l'a dit, c'est une équipe qui a déjà gagné le Romandie, qui a gagné la Catalogne, qui a gagné le Giro, avec en plus 3 coureurs différents, là, ce que je viens de citer. Et puis, pour revenir à Vlasov, quand même, il a gagné le Tour de la Communauté de Valence, il fait 4e du Tour de l'UAE, il fait 3e du Tour du Pays Basque, 3e de la Flèche Wallonne, il a gagné la Romandie, et là, il gagne. Enfin, il gagne.
Il est en tout cas un des meilleurs au Tour de Suisse. Il s'affiche comme un grand favori de ce Tour de Suisse. Vlasov, on l'a jamais vu à ce niveau-là, en fait. Oui, mais on l'a jamais vu croiser le fer avec un Pogacar, avec un Roglic. En fait, ils ont des calendriers quasiment parallèles. Ils auraient pu se croiser à Paris-Nice, mais il a abandonné. Donc, pour l'instant, on les a pas vraiment vus aux prises les uns avec les autres. Et son meilleur résultat pour l'instant sur un grand tour, puisqu'on projette tout ça alors qu'on le voit avec le maillot jaune sur le prochain Tour de France, justement. 4e, c'est son meilleur résultat du Giro. Il a disputé 4 grands tours en tout, 2 fois la Vuelta, 2 fois le Giro. Ça reste une garantie nécessaire, ce qu'il est en train de faire pour expliquer, pour dire qu'il sera un des grands favoris du Tour. C'est les étapes d'un tableau de marche. Romandie, avant, c'était une course vraiment qu'il fallait cranter sur le chemin du Tour de France. D'habitude, on ajoutait plutôt un Dauphiné derrière. Là, maintenant, il fait le Tour de Suisse. C'est quasiment pareil. Attendez, messieurs, regardez cette image qui est quand même incroyable. C'est la chaleur sur le Tour de Suisse. Ils sont arrosés d'eau. On a mis un gros jet d'eau sur les coureurs Ineos là pour récupérer. Ils ont même des gilets, regardez, ils ont même des gilets de froid là. On met des glaçons dedans pour les aider à écoutez Tanguy refroidir. peut-être. Tanguy Carrois, que je viens de voir passer juste devant. Tanguy, expliquez-nous. On voit Pidcock notamment. Oui, exactement. Regardez, il y a la glacière qui est là, qui est pleine de glace. Il y a effectivement les gilets refroidissants et tout simplement, ils sont venus prendre les soigneurs prendre la glace et les mettre sur la tête de Geraint Thomas, de Dan Felipe Martinez. Geraint Thomas qui nous a fait un petit signe tout à l'heure, un petit signe de tête pour nous montrer que c'est vraiment dur. Ils ont vraiment pris. It was very, very warm today. Lot of heat today. Yeah, feel like back home in Wales. It was unbelievable, yeah, it was a real hot day. Like every day's been hot, but today was the hottest. C'était incroyable. J'en ai connu des journées chaudes, mais celle-là était particulièrement dure. Have a good rest. Thank you. Geraint Thomas qu'on n'avait pas vu comme ça pendant l'étape. En tout cas, ça c'est sûr. Ça explique aussi la récupération et ce qu'on est en train de faire du côté des coureurs. C'est important, c'est long le Tour de Suisse, on l'a dit, c'est plus d'une semaine également. On continue à voir ces podiums également qui se prolongent. On va aussi écouter. En fait, c'est Andreas Kron dont on parlera certainement demain dans Ça va frotter parce que lui aussi, il faut le pointer désormais avec beaucoup de choses. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, absolument. La chaleur quand même est vraiment un facteur prépondérant cette année sur le Tour de Suisse. Parmi les coureurs qui ont abandonné, parmi la ribambelle, la kyrielle de coureurs qui ont abandonné ce matin, les 2 Bahreïn, à savoir Gino Meder et absolument, ils abandonnent parce qu'ils ont des troubles gastriques qui sont consécutifs à une déshydratation. Donc c'est vraiment un élément à prendre au sérieux qui peut expliquer aussi cette impression de quasi-apathie qu'on a vu un petit peu dans le peloton pendant la première partie de l'étape. C'est peut-être pas parce qu'ils n'avaient pas envie, c'est peut-être parce qu'ils étaient à fond. On va écouter celui qui est désormais 7e du classement général, Nelson Powless, qu'on a vu revenir sur les premiers coureurs à avoir attaqué tout à l'heure dans le final, toujours au micro de Tanguy Carrois et Charles-Antoine Nora. Yeah, over the second to last climb, I was kind of boxed out from following the move, so I had to come back over the top. Oui, dans l'avant-dernière montée, j'ai eu un peu de mal à suivre. J'étais capable de revenir, j'avais des bonnes jambes. J'ai essayé d'être intelligent, de garder de l'énergie. Surveiller Bora et Ineos, c'est eux qui avaient le plus à perdre aujourd'hui. Quand je me suis retrouvé avec Geraint Thomas et Alexander Vlasov, c'était parfait pour moi. 2 super favoris de ce Tour de Suisse, donc je les ai suivis jusqu'à la ligne. J'ai essayé d'économiser au maximum de l'énergie. J'ai perdu un peu de vitesse dans le dernier virage. J'ai essayé de refaire mon retard, mais Vlasov était déjà trop loin, même si j'arrivais plus vite que lui. Malheureusement, ses jambes étaient trop fortes pour moi. Vous disiez, Cyril, que ça pouvait être celui qui avait la meilleure carte pour l'étape parce qu'en fait, il était resté un petit peu en dehors de la lutte entre Fuglsang et Vlasov. Il s'est mis dans sa course à lui, qui était d'essayer de remporter la victoire. Le général se jouait effectivement au travers des autres coureurs qui composaient ce premier groupe de 4. S'il était sorti, je ne pense pas qu'on aurait essayé de le chercher au risque de se faire contrer. Mais bon, comme il vient de le dire, il était bien, mais sans plus. Il ne fallait pas qu'il fasse de faute. Bon, pour moi, il n'a pas fait de faute. Il dit que dans le dernier virage, il a perdu 2 ou 3 mètres. Mais je pense que malgré cela, il n'aurait pas pu battre Vlasov. Powless qui gagne 8 places au classement général et qui est 7e aujourd'hui. Important de le rappeler. On va retourner du côté du terrain, du côté de nos envoyés spéciaux pour continuer à écouter les coureurs parce que bien sûr ce sont eux qui racontent le mieux ce qu'ils ont vécu les courses. On va retrouver Quentin Paché, le français de la Groupama FDJ qui a terminé 30e aujourd'hui à 4 minutes 44. L'écouter parler de cette étape et de l'exigence parce qu'elle a été quand même rapide cette étape.
Ouais, on est avec Quentin Paché qui vient de nous dire en off que c'était une course plutôt facile aujourd'hui, température idéale, profil tout plat, c'était idéal comme course. Ouais, c'est à peu près ça. Ça s'est vu, non? Non, ouais, c'était très exigeant. Je pense que la gestion de la chaleur, c'était aussi un paramètre à vraiment prendre aujourd'hui parce que voilà, on était souvent des bosses entre les murs un petit peu. Il n'y a pas trop d'air ici. Et ouais, la température est vraiment montée. Et, bon, nous, on avait de la chance parce qu'on a bien géré. On avait des assistants dans toutes les bosses pour pouvoir avoir de quoi s'arroser, de quoi s'hydrater. Et voilà, de toute façon, si on est déshydraté sur un parcours comme ça, on le paye cash, quoi. C'était quoi la stratégie mise en place ce matin? On voit que pour Stéphane, ça a été un peu juste dans la dernière bosse. On voit que Thibaut décroche aussi à quelques kilomètres. C'était quoi ce qui était prévu et ce qui s'est passé finalement? Ce qui était prévu, on se doutait que vu le circuit final qu'il y avait, la difficulté qu'il y avait, ce serait sans doute une course en circuit, une course un petit peu de championnat. Donc il faudrait attendre le circuit parce qu'une fois rentré sur le circuit, après la course est lancée, ça ne débrancherait pas et que là, voilà, il faudrait savoir saisir les opportunités. Après, voilà, Stéphane, quand même, sur un parcours comme ça, il est déjà très très fort, je trouve, vu ses qualités premières de rouleur, il passe super bien les bosses. Et voilà, je pense qu'il a fait quand même. J'ai pas vu le final, mais je pense que quand même il a fait une bonne course. Il y a Seb qui est aussi dans le coup, donc voilà, je pense que c'est quand même une performance intéressante, quoi. Merci Quentin. Et pour préciser, Thibaut Pinot est arrivé à 1,49 d'Alexander Vlasov et Remco Evenepoel également, une des déceptions de la journée, à 2 minutes 12. Patrick, on refait un point sur le classement général avec vous juste avant l'étape de demain, puis après on va se concentrer sur ce profil. Changement de leader, on commençait à se poser la question si Stevie Williams pouvait garder ce maillot de leader. Eh bien non, il l'a perdu finalement aujourd'hui après avoir pris le maillot dès le premier jour. Bien, donc désormais, c'est Vlasov, le nouveau leader. Alexander Vlasov, considéré comme plus solide à ce poste. Il devance de 6 secondes Jakob Fuglsang, ancien vainqueur du Dauphiné libéré, et Geraint Thomas, l'ancien vainqueur du Tour de France. Andreas Kron perd 2 places, mais garde le maillot de meilleur jeune. Stefan Kung reste à la 5e place. À noter, je l'ai dit tout à l'heure, 4 coureurs de l'équipe Bora, 3 coureurs, je vous ai dit, dans les 8 premiers. Mais Cyril me corrigeait, il me complétait. Il y en a 4 dans les 11 premiers du classement général. Ces 4 coureurs, ce sont en dehors de Vlasov, Sergio Higuita, donc 6e, Félix Roche-Chartner, 8e, et Max Sharman à la 11e place. Ils n'ont peut-être pas fini, cela, de nous étonner, de nous épater. On va passer à l'étape de demain, parce que l'étape de demain s'annonce normalement comme l'étape reine de ce Tour de Suisse. Ça y est, on rentre dans la montagne. 177 km 500 entre Locarno et Mosalpes. Patrick, je vous laisse encore la parole. Oui, Locarno. Alors on verra s'il y a des accords entre les coureurs, mais en tout cas, on va avoir une étape de haute montagne puisque l'on va monter jusqu'à 2478 mètres. Les coureurs du Tour de Suisse le connaissent très bien. Le Nuffelman Pass sera franchi, 21 km 600 d'ascension. Alors la pente est très irrégulière. Au début, c'est pas très compliqué, mais la fin est beaucoup plus difficile. Et puis, ce sera pas terminé parce que après une longue transition, eh bien, il y aura la montée finale vers le Mosalpes à plus de 2000 mètres encore. Ce sera l'arrivée de cette étape, l'arrivée au sommet, la première arrivée au sommet. Et là, on verra si justement Stefan Kung, il peut quand même continuer à faire illusion. J'ai quand même un peu peur pour le Suisse de l'équipe Groupama FDJ. Christophe ? Ouais, demain, on va retrouver un peu les mêmes coureurs, mais effectivement, pour des profils comme Stefan Kung, ce sera beaucoup plus compliqué. Déjà, on monte très haut en milieu d'étape. Déjà, ça va bien fatiguer les organismes, passer à presque 2500 mètres en altitude. Cette arrivée à 2000 mètres, on sait l'altitude, ce que ça peut créer comme défaillance. Et la dernière montée, quand même, 18 km, 7,8% de pourcentage moyen. Voilà, il y a largement de quoi faire demain. Et demain, il faut avoir un vrai profil de grimpeur pour exister dans la course. Geraint Thomas, il fait partie des coureurs qu'on pointe encore avec ce qu'il vous a montré aujourd'hui ? Ah oui. Oui, alors il joue encore une place pour être qualifié sur le Tour de France. Ça se joue ces jours-ci pour Ineos. Il a failli ne pas être conservé dans l'effectif de sa propre équipe l'hiver dernier. Il a faim. On a vu hier, par exemple, il était encore le long des balustrades au moment du sprint. Il est toujours bien placé, il court super bien. Et puis il y a un chrono final, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui sont un petit peu justes sur le chrono vont devoir vraiment abattre leur carte demain. Vlasov en chrono. Vlasov en chrono, il a montré en tout cas cette année qu'il avait fait quand même de très beaux progrès puisqu'il avait gagné le chrono du Tour de Romandie. Donc ce sera évidemment l'un des hommes à suivre. Mais c'est vrai que par rapport à Geraint Thomas,
normalement, au meilleur de leur forme, avantage à Geraint Thomas. On va faire rentrer Greg Achard, c'est le moment qu'on préfère le plus pour le DG, l'équipe de Greg. Non, moi je veux donc je vais déjà vous donner le programme, puisqu'il y aura la Coupe du Monde avec les Bleus. Est-ce que les Bleus sont toujours favoris? Ça sera votre premier thème, n'est-ce pas? Le deuxième thème, c'est le PSG, sa réputation en Espagne, les déclarations du président Real Madrid. Greg René, je vous ai mis ça va frotter de demain ici. Là. Le mercato de l'OM avec Witsel, entre autres. Voilà, on va avoir toutes ces questions. Je vous donner le programme de Ça va frotter de demain, je vous l'ai écrit là. On m'a dit que Vlasov était favori du Tour de France, pardon. C'est vrai. Marc Lass m'a dit ça, notre directeur de la rédaction. Ouais. Mais t'es pas capable de dire que Vlasov est favori du Tour de France. C'est ce qu'on a dit, nous on l'a dit 3 fois en plateau. Allez-y, lisez mon programme. Alors rendez-vous demain à 14h pour Ça va frotter, hein, c'est un terme de cyclisme. On parlera de vélo et de vélo. Allez, salut. Ah bah voilà, il n'est pas allé jusqu'au bout. Avec quoi? Avec le sourire? Avec le sourire. Et je veux surtout vous vivement demain parce que le cyclisme c'est beaucoup trop bien. Allez, merci Greg pour tout ça. Mais la sauce favori du Tour de France. En même temps, c'est la dernière fois qu'on se croise du printemps. Oh non, c'est terrible, il y a l'été derrière. Je vous aime. Tout va bien. Moi aussi, je vous aime. Nous aussi, on vous aime. Allez, l'équipe de Greg, tout de suite, je vais me faire taper sur les doigts. À demain, 14h pour Ça va frotter.